Bonjour, heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Merci surtout de nous renouveler votre confiance. Nous allons revenir sur les grands faits d'actualité de la semaine qui s'est écoulée à travers cette émission dominicale. Canal Presse va s'intéresser à cette scabreuse affaire de la ligne 94, ligne 65. On dénombre environ, pour les premières enquêtes, près de 5 000 milliards dilapidés. 1790 fonctionnaires agents d'État et recrutés dans d'autres domaines sont appelés à apporter des justificatifs par rapport aux dépenses effectuées en rapport à cette ligne. Comment comprendre le mécanisme de déblocage de fonds et quels sont les critères de sélection et comment en sommes-nous arrivés? On essaiera d'apporter quelques éléments de réponse. À suivre également la carte nationale d'identité au Cameroun qui est devenue un véritable chemin de croix. Obtenir sa carte d'identité aujourd'hui relève d'un véritable parcours du combattant. Comment comprendre que obtenir un passeport en 48 heures est la chose la plus facile qu'alors qu'obtenir une carte nationale d'identité qui est en principe la chose qui devrait précéder l'obtention du passeport, soit une véritable gageure pour les Camerounais. Madame, Monsieur, merci de rester scotché. C'est parti. Nous serons ensemble pour 2 heures de débat. Bienvenue à toutes et à tous. Des spécialistes qui nous font l'honneur de venir sur ce plateau pour décrypter l'actualité, des hommes politiques et des journalistes également conviés au débat. On commence par présenter le premier panéliste sur ce plateau, Alphonse Ndongo, qui est un confrère et qui nous vient du Congo-Brazza, journaliste économique et même chargé des questions financières. Bonjour et bienvenue, Alphonse. Merci beaucoup, Monsieur Bouban-Gourna. Je suis tout heureux d'être des vôtres ce matin et bonjour à tous les téléspectateurs camerounais. Ils ne sont pas que camerounais parce qu'on vous suit depuis Pointe-Noire au Congo et Brazzaville et même parfois au-delà. Alors, dites-nous, vous arrivez au Cameroun, certainement, c'est pour peut-être partager cette confidence que vous m'avez faite hier. La raison qui vous amène au Cameroun, cette prestigieuse école du journalisme, pas pour vous, mais pour quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Je pense quand même qu'il faut reconnaître une chose au Cameroun. Il y a de la qualité en ressources humaines dans ce pays. Il y a aussi de bonnes écoles. Et donc, s'il y a des ressources humaines de qualité, il va sans dire qu'il y a donc des écoles de qualité. Et nous, au Congo, on n'a pas encore la chance, n'est-ce pas, d'avoir une école de journalisme. On a certes une faculté à l'université Marion Ngouabi de Brazzaville, mais bon, avec les problèmes que connaissent nos universités, j'ai trouvé utile que ma fille, qui voudrait justement, n'est-ce pas, m'emboîter le pas, vienne faire ses études de journalisme, n'est-ce pas, ici au Cameroun, notamment. Toujours la livraison de ce marché.
Je trouve que c'est des spectacles vraiment désolants que ce régime qui, depuis 40 ans, n'arrive pas à offrir un bien-être et un mieux-être aux Camerounais, nous inflige. Merci à vous pour votre première prise de parole. Peut-être un mot à la suite de la sortie du président du MRC qui annonce que le MRC sera aux élections, prochaines élections présidentielles. Qu'est-ce qui a changé entre-temps, je pose la question. Je pense que si vous posez la question comme ça, elle est mal posée. Nous avons, en 2020, en toute connaissance de cause, en tenant compte d'un ensemble d'enjeux, en 2020, nous avons décidé de ne pas aller aux élections locales. Nous sommes en 2022, à travers des informations qui nous sont aujourd'hui propres, nous avons décidé d'aller aux élections en 2025. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit posé sur la place publique comme étant une décision du président national Kamto. Donc je tiens à dire aux Camerounais que cette décision a été prise depuis environ 6 mois par le directoire du MRC et donc le président national a jugé peut-être opportun de mettre cette information à la disposition du public aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a changé? Vous savez, un parti politique est créé pour arriver au pouvoir. En 2020, nous avons estimé que certaines conditions n'étaient pas remplies. Nous avons estimé qu'il y a des gens qui s'étaient levés pour nous empêcher de faire quoi que ce soit ou bien de montrer quoi que ce soit aux Camerounais. Nous avons décidé aujourd'hui, en 2022, d'annoncer les couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons 3 ans encore pour lutter pour qu'en 2025, les conditions les meilleures soient réunies pour une participation aux élections. Alors, je pense que c'est aussi sur les conditions, justement, on doit s'assurer, parce que vous avez 3 ans, dans 3 ans, que la crise anglophone soit, par exemple, résolue et que le code électoral soit toiletté. Parce que c'était des préalables. Oui, mais c'était des préalables en ce moment-là. Et vous savez, la vie politique est dynamique. Peut-être que d'ici 2025, il y aura encore d'autres préalables qu'il faudra remplir pour une participation aux élections. Mais, comme je dis toujours, nous sommes un parti républicain. Nous annonçons à partir de maintenant que nous allons participer aux élections en 2025. Merci, Monsieur Lebon-Dachua. Troisième invité, il représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, maire de la commune de Ngoumou, Jean-Baptiste Atemengue. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, et je salue aussi vos millions de téléspectateurs à qui je souhaite bon dimanche, ainsi que mes copanélistes. Alors, quand vous entendez le MRC dire qu'il va se présenter en 2025 aux élections, vous tremblez dans le RDPC? Et nous ne sommes pas en 2025. Il dit bien qu'il y aurait encore, il pourrait avoir des dynamiques entre-temps qui feraient qu'il se rebiffe. Mais le MRC, s'ils sont redevenus un parti républicain, tant mieux, ça contribuera à l'animation et à la diversification de l'offre politique au Camerounais, pourvu qu'ils soient redevenus républicains. Et de 2018, ils ne le sont pas. De 2018 à ce jour, ce n'est pas l'incarnation qu'ils ont été. On se souvient qu'en 2018, ils avaient préparé un petit coup d'État contre la République. Le lendemain de l'élection présidentielle, le président a tenté ce coup d'État. Ils se sont embourbés jusqu'à ce jour.
s'ils redeviennent totalement républicains, c'est tant mieux pour la scène politique camerounaise. Nous sommes un jeune État qui a besoin d'acteurs politiques responsables et républicains véritablement pour que tout se passe, excusez-moi, pour que tout se passe dans la paix et d'après les valeurs en fonction de ce que nous entendons par république. Donc, si la dérive que connaît la scène politique, les scènes politiques africaines aujourd'hui, si nous avons des acteurs au Cameroun qui sont partisans de cette anarchie, de coups d'État, de renversement, tout ce folklore auquel nous assistons partout en Afrique, ils sont dans cette logique-là. Je pense que ça ne peut pas aller pour l'intérêt des populations camerounaises. Nous aimons la paix au Cameroun, nous voulons poursuivre l'institutionnalisation. L'institution, je crois que c'est ça le mot le plus important, au-delà des personnes. Et il y a un long travail à faire pendant des décennies, c'est l'éducation. C'est cette civilisation républicaine que nous devons transmettre à nos enfants, parce que rien n'est acquis définitivement. Vous voyez la situation du Cameroun aujourd'hui. Et lorsque vous avez des acteurs politiques comme le MRC qui entrent dans cette logique, c'est pour détruire ce que les pères fondateurs ont tenté de construire en 40-50 ans. Donc, vivement que ce parti redevienne républicain. On est prêt à la concurrence depuis 1990. Je crois que ça ne surprendrait pas un Camerounais que le RDPC se prépare à l'élection jour et nuit et que ça ne nous fait pas peur. Mais je ne veux pas ouvrir le débat, Bouba. Je ne veux pas ouvrir le débat, mais bon. Petite précision. Oui, mais bon, c'est cette arrogance des partisans du régime qui choque parfois. Quand il dit et annonce que le MRC est redevenu républicain, je ne sais pas, M. Atchibengue, à quel moment nous avons cessé d'être républicains. Vous avez parlé de coup d'État. Aujourd'hui, j'ai 97 amis politiques en prison. 97 qui ne savent pas ce que c'est une arme blanche. Mais il y en a qui sont condamnés aujourd'hui à 7 ans. Je ne prendrai pas ici le cas de M. Olivier Bibou-Nissak. À un moment donné, je pense qu'il faudrait que vous ayez du respect pour ceux qui luttent pour un véritable Cameroun. Pas le Cameroun que vous avez pris en 82, qui était un pays en voie de développement et que vous avez transformé en pays pauvre, très endetté. Pas un Cameroun, et ça on ouvrira le débat tout à l'heure, qui 40 ans après amène des millions de Camerounais à avoir une carte nationale d'identité. Pas le Cameroun où il y a plus de 2000 fonctionnaires qui sont convoqués devant les instances. Oui, mais justement, c'est pourquoi je voudrais vous dire d'entrée de jeu, 2018. Ok, non, par exemple, pour ce plateau, je ne voudrais pas monopoliser le débat. C'était juste, vous vouliez pas donner le temps. Nous avons besoin de temps. C'est pas la thématique, c'est juste la mise en bouche. C'est pour ça, cher parce monsieur, que vous n'êtes pas républicain. D'accord, cher monsieur, vous avez donné la raison pour laquelle ils ne sont pas républicains. Il a aussi apporté des précisions, je pense que à l'attention de nos téléspectateurs, chacun mieux fixé sur ce qui a été dit. Le troisième invité, ça fait longtemps, il n'est plus passé par là, il a accepté notre invitation, directeur de publication, à ses heures perdues, il est devenu en plein temps homme politique. Maintenant, Roger Chantal Tuilé, bonjour, bienvenue. Bonjour, journaliste dans une autre vie, brutalement sevré de cette profession par... On ne va pas citer les noms. Parce que on devrait. Non, ne citons pas. On a trop de procès. Pas des très proches de la famille présidentielle qui ont estimé que Chantal Roger Tuilé est formé journaliste, qui a servi le RDPC, le parti au pouvoir, en tant que journaliste, ne doit plus exercer comme tel au Cameroun. Interdit à vie d'être journaliste. Ok, on ne vous a pas interdit d'être homme politique. Interdit à vie, je vais y arriver. Interdit à vie de continuer à diriger un journal, sans doute un des plus lus au Cameroun, qui était la Tribune de l'Est. Okay. Alors, homme politique, oui, parce que la passion de servir, la passion d'aider
et la passion de montrer un cap. Il s'agit de montrer un nouveau cap à notre pays et je pense être de ceux qui ont, je crois, une idée à ce propos-là. Alors, journée rurale de l'homme, de la femme ou de l'homme rural, célébrée au Cameroun, c'est passé inaperçu. Vous en avez quand même des traces. C'est la journée sans doute qu'il faut instituer définitivement pour en faire non pas une journée mais plusieurs journées. J'ai regardé, elle s'adresse à qui cette journée? À la femme de l'arrière-campagne, l'arrière-pays. Et je suis moi de l'arrière-pays, de l'Est de la République, où on conjugue l'avenir à l'imparfait, où on cultive encore à la daba et à la machette. Vous savez, la daba pour sarcler, où l'agriculture, la 3e génération et même la 4e sont un rêve, une chimère. Et donc j'ai regardé cela, une journée consacrée pour encenser celle qui nourrit nos cités, nos capitales. Et je pense que c'est la première qu'il faut célébrer, la dame rurale. Vous avez sans doute l'armée qui protège la République, mais les militaires doivent manger pour tenir des fusils. Et il m'a semblé important, vous avez dit qu'on ne cite pas des gens, c'est difficile de en citer, de s'arrêter sur 2 ou 3 événements. Madame Abena, je crois, présidente des femmes, ministre des femmes, a donné Lola en distribuant des machettes, des roues et sans doute plus moderne, quelques brouettes. J'ai vu également un autre ministre, on ne le citera pas pour des raisons qui me sont personnelles, distribuer à cet effet-là des pagnes du parti au pouvoir. Je ne sais pas bien à quoi ça servit, à la célébration de la femme rurale. J'ai vu également une absence totale de manifestation à la Chambre d'agriculture. Vous voyez, je suis fort à d'en parler parce qu'elle est dirigée par quelqu'un de ma région d'origine, dont je ne fais pas d'a priori. Et l'Est mamelle nourricière, l'Est forestière, à elle seule, pas apporter des solutions à ce que le Cameroun a comme problème alimentaire aujourd'hui. Pourvu qu'elle soit encadrée et suivie. Comment peut-elle l'être? Avec des structures adéquates sans doute, mais avec le suivi nécessaire. À part M. Ephraim Marimba, je crois, qui était de la Liquier, le reste est venu de l'Est de la République. M. Gobé, M. Mata Roland, M. Adibolo Philémon et aujourd'hui M. Minjos, je crois. J'ai vu énormément de fêtes, énormément de conférences et trop de voyages à l'étranger qui ne sied pas dans un endroit où on dit « il faut nourrir les Camerounais ». J'ai vu énormément de réunions avec des agapes pentagruéliques à chaque fin de réunion. Ce n'est pas cela qui est nécessaire. Prenez un secteur, sans tribalisme aucun. D'ailleurs, on parle du Cameroun avec des thèmes du Cameroun. La chambre de commerce confiée à l'Ouest Bamileke. Regardez le secteur tertiaire. C'est un des plus florissants au Cameroun aujourd'hui. Il a échappé à beaucoup de personnes, notamment à ceux qui ne sont pas de ma génération, à Temengue, que la CCA, à Freeland, était une microfinance qui a grandi dans une chambre en face du collège de la retraite. C'est devenu le mastodonte financier qu'on connaît aujourd'hui. C'est bien que des gens se sont assis, ont géré la finance et le secteur tertiaire avec doigté, avec patriotisme sans doute. C'est l'occasion de poser des questions sur le cursus des gens qu'on nomme. Qui nomme-t-on ici et pourquoi? Au lieu de cela, vous me donnez la parole à l'entame de cette émission. Je voulais sans doute vous féliciter. On ne félicite pas assez les gens de leur vivant. Pour dire que vous êtes encore, et je ne peux pas être accusé de flagornerie, vous connaissez la brutalité de mon ton, brutalité patriotique pour rester dans le giron de M. Atemengue, pour dire que il y a là, au mois d'août, un autre qui a pensé être généreux avec les mamans de sa région, de son département, du Oignon, voyez-vous, très haut cadre dans les instances, je crois, de la présidence de la République, qui a distribué des biscuits et des chewing-gums aux mamans dans son département d'origine et dans sa ville. Voilà le genre de générosité patricide qui mériterait que la police sanctionne, au moins. Merci à vous, Roger Chantal Tuleux. Les biscuits et les bonbons. À des mamans. Les chewing-gums à des mamans. Oui.
Bon, ok, d'accord. Avec quelques Bibles, quelques versets bibliques. D'accord, merci Roger Chantal. Oui. Le cinquième et dernier invité sur ce plateau, c'est une dame. Lorsqu'on parle de la journée rurale de la femme, et je crois qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour parler, parce qu'elle est du CRAC, le CRAC qui fait effectivement dans ce secteur. Madame Odile Yogo, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, merci de m'inviter. Je vois que je reviens sur les plateaux de Canal Presse, cela fait plaisir parce que on pense souvent que nous sommes les petits partis oubliés, mais nous sommes là aussi pour exister. J'en profite pour saluer les copanélistes, je salue les téléspectateurs du dimanche qui nous regardent, mais je salue particulièrement les CRAC. Je ne voudrais même pas dire les militants du CRAC parce que j'espère que tout le monde va craquer pour le CRAC. Parce que vous parlez de la femme rurale, cela me fait bien sourire. Je crois que le président de la République avait dit que la terre ne ment pas. Nous ajoutons, elle rend ce qu'on lui donne avec amour. Et si vous parlez de la journée de la femme rurale, je souris parce que vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, qu'on ne l'a pas beaucoup senti dans les villes principales. Donc heureusement que la télé était là pour envoyer quelques images. Mais quand on a autant de mépris, autant d'indifférence pour celle qui nourrit le monde, quand nous sommes dans les villes avec des ventres ventrus, on peut dire, et que elle qui nourrit, qui travaille, qui s'échigne à la tâche, est la moins nourrie, la moins alimentée selon les statistiques, ça veut dire que le problème est très grave. Et si un parti est petit et qu'il tire une sonnette d'alarme et qu'on ne l'écoute pas, on vit ce qu'on vit aujourd'hui. On pourra toujours se cacher derrière la guerre russo-ukrainienne parce qu'on pense que c'est cette guerre-là qui fait problème. Non, le CRAC a proposé un programme, comment développer le Cameroun par 40 mesures. Avec 40 mesures par l'agriculture. Et personne n'a écouté. Tout ce que le CRAC a proposé pour que nous ne soyons pas aujourd'hui à courir derrière le blé ukrainien, personne n'a écouté. Le CRAC s'est battu pour que dans nos assiettes, nous puissions manger du poulet local, du riz local, mais on continue à dire petit parti. Comment vous continuez à mépriser un parti qui est visionnaire et qui tire la sonnette d'alarme? Si au moins on avait écouté le CRAC, le Cameroun serait aujourd'hui une puissance agricole qui serait à nourrir le reste du monde. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, la rivière est allée tordue parce qu'elle n'a pas voulu écouter les grenouilles qui étaient dedans et qui disaient « Haignon, pas là-bas ». Donc, le CRAC reste les grenouilles qui sont dans une rivière pour dire « N'allez pas de ce côté » parce qu'à la fin, quand on va dire « Cette rivière est tordue », c'est parce qu'elle n'a pas écouté les grenouilles. Donc moi, j'espère que plus les gens vont craquer pour le CRAC, plus on va sortir des situations comme la ligne 94 et 65 pour laquelle vous nous appelez, parce que tout ceci rentre simplement dans ce que le CRAC dit, les manques de valeur morale. Tant qu'on n'a pas de valeur morale, on peut piocher comme on veut, manger à bouche vertue comme on veut dans les lignes 94 et 65, quitte à s'étrangler et s'étouffer. Parce que le CRAC dit des valeurs morales, le CRAC dit l'épanouissement des populations, le bien-être des populations, le développement du Cameroun. Mais comment on peut l'atteindre si on ne met pas cela en pratique? Je suis content d'être sur ce plateau pour parler justement, ne serait-ce que de ce petit pan qui est ligne 94 et 65. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci à vous. Vous vouliez dire quelque chose? Je m'en voudrais, puisque je comprends bien que dans certaines zones du Cameroun, la journée de la femme artisanale internationale n'a pas été célébrée avec autant d'enthousiasme que dans la Meuf Ouakono. Donc je m'en voudrais de ne pas rendre hommage à Madame le préfet de la Meuf Ouakono et à toutes les autorités administratives et municipales qui, pendant plusieurs journées, ont mobilisé, appuyé les femmes rurales de tous les 4 arrondissements avec l'apothéose hier, samedi,
Donc je crois que nous, dans la Mefouakono, ça a été une très belle fête. Il faut sans avec doute féliciter M. Atemeng et Madame le préfet de la Mefouakono. C'est certain, mais on peut, même sans parler des personnes, demander où est passé le ministre Mbaye-Roube à cette journée de la femme rurale, le ministre de l'Agriculture du Cameroun. Okay. Nous, dans la Mefouakono, on a bien célébré cette femme. En tout cas, elles se sont bien célébrées. M. Mbaye-Roube n'est pas du crack. Il est bien du RDPC. Mais je voudrais insister, Gouba, sur quelque chose. C'est quand il y a le 8 mars, on voit les femmes défiler par milliers au boulevard du 20 mai. Je pense que si le président de la République se dit qu'il se base sur ces seigneurs de la houe pour que les gens n'aient plus faim, il faudrait honorer ces seigneurs de la houe et faire défiler les femmes rurales sur le boulevard du 20 mai le 15 octobre. Ça, c'est une revendication que nous avons toujours mise en avant. Non, mais il faudrait leur donner leur juste place. Parce que M. Atemeng, quand la table est abondante, la maison est joyeuse. Mais vous voyez que de plus en plus, les tables sont vides et tout le monde pleure. Donc il ne faudrait pas que ce soit à petits coups. Il faudrait que ce soit généralisé. Il faudrait que toutes les femmes rurales se reconnaissent en cette journée et qu'elles soient célébrées à leur juste mesure parce que ce sont elles qui nourrissent le pays. Autour du ministère de l'Agriculture. Ok, d'accord, merci pour l'insistance. Organisé et encadré par un ministère qui est chargé des femmes rurales, de l'agriculture. D'accord, d'accord. Voilà. S'il vous plaît. Elle fait également et surtout de l'agriculture. Quand elle a tissé son panier, sa côte, c'est pour y mettre du manioc, même à la Mefouakono. Ok, aujourd'hui même l'agriculture, c'est l'entrepreneuriat. Merci, cher monsieur, pour c'était une mise en bouche. Roger Chantal Tulé, on trouvera l'occasion de mettre cette affaire de femmes rurales sur la table. Et puis, vous aurez probablement beaucoup d'arguments à cet effet, même des insolites, des anecdotes, comme vous nous avez raconté tout à l'heure. Madame Odile Yogo, il y a la présidente du fan club de Canal Presse à Toulouse qui vous salue et qui dit qu'elle est parfaitement d'accord avec vous. Elle s'appelle Madame Reine Ayommo qui a craqué pour le crack. Qui a craqué peut-être pour le crack, peut-être pas pour le crack, mais on va lui poser cette question. Merci cher monsieur. On va marquer une courte pause, le temps de feuilleter le reste de l'actualité traitée par nos confrères à travers cette revue de presse que signe Titi Freeman. Bonjour à tous. L'audit des lignes 65 et 94 a fait la une des tabloïds cette semaine. Une inspection qualifiée de fantoche par le journal L'Indépendant. Selon le billet hebdomadaire, les 1790 agents publics attendus au contrôle supérieur de l'État dans le cadre de cette enquête freinent des 4 fers pour s'y rendre. Un audit qui se présente comme une balle dans le pied du système, selon le Messager. D'après le quotidien, l'examen de gestion de ces lignes de souveraineté cacherait mal des manœuvres souterraines inscrites dans la perspective des batailles successorales à la veille de 2025. Mais Jean-Robert Wafo voit les choses différemment dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Pour le cadre du SDF, l'objectif recherché est de distraire l'opinion plutôt que de rechercher l'efficacité de la transparence de la dépense publique. Un avis partagé par Michel Michaud-Moussala. Le directeur de publication du billet hebdomadaire Aurore Plus fait le grand déballage des dessous de l'affaire des lignes 65 et 94 au Conseil supérieur de l'État. Également sur la table du Consupé, le projet du système intégré de gestion informatisée des personnels de l'État et de la solde deuxième génération, CJPES 2. La nébuleuse dure 10 ans déjà et n'est toujours pas opérationnelle d'après la Nouvelle Expression. Le même journal fait savoir que le gaz domestique est introuvable dans la ville de Bafoussam. Les consommateurs accusent les distributeurs d'être à l'origine de cette pénurie, pendant que Mutation parle de l'eau dans le gaz, pour faire allusion à la fraude autour de ce produit qui a déjà fait de nombreuses victimes. Et les victimes de la pénurie de CNI au Cameroun vivent un cauchemar sans fin. Titre le quotidien Nouvel Horizon. Partant du dernier incident survenu dans un commissariat à Fumbot, le journal raconte le calvaire des citoyens camerounais dans la quête de cette pièce indispensable. Bon dimanche et à dimanche.
Titi Freeman, dimanche prochain, s'y plaît à Dieu pour une autre revue de presse. Nous, on embraye avec la première thématique consacrée à cette affaire devenue tristement célèbre des hauts commis de l'État, fonctionnaires et cadres qui auraient puisé dans les caisses de l'État. Après quelques semaines seulement d'enquête, on enregistre environ 500 000 milliards dilapidés par 5 000 milliards, autant pour moi, dilapidés par ces personnes qui sont appelées à venir donner quelques justificatifs sur la ligne 94 et la ligne 65. Que s'est-il passé exactement? Comment en sommes-nous arrivés là? On essaiera de comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. On commence par vous, Madame Odile Lugo. L'enquête prescrite par le chef de l'État sur une année, sur une dizaine d'années, pour être tout à fait précis, révèle déjà quelques dysfonctionnements et des personnes n'ayant pas droit à ces fonds qui auraient touché. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation? Ou alors, au Cameroun, sommes-nous habitués par cette gymnastique de taxation des fonds publics? Mais je vais commencer par dire, tu as utilisé un proverbe qui dit qu'il ne faut pas envier la blancheur du turban parce que peut-être le savon qu'il a lavé était volé. Vous voyez bien qu'il a fallu qu'on ait ce problème de ligne 94 et 65 pour découvrir que les riches là ne sont pas riches à la sueur de leur front. Il faut déjà dire ça d'entrée de jeu. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est... On nous dit qu'on fait une enquête sur 10 ans. Nous, à l'école sous l'arbre, on ne comprend pas. Quand on vole le matin, on vous arrête le soir, on vous met en prison. Mais si on attend 10 jours pour vous dire qu'est-ce que vous avez volé, même si c'est un bâton de manioc, vous avez eu le temps de l'avaler et puis d'aller aux toilettes, il n'y a plus de traces. Pourquoi attendre 10 ans pour ouvrir un audit? C'est-à-dire, pourquoi l'ouvrir maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement on réalise que cette ligne-là n'est pas bien gérée? Il faudrait prendre quand même la peine d'expliquer, parce que je vous dis, nous, M. Mamadou, à l'école sous l'arbre, nous disait qu'il faut expliquer les choses terre à terre. Quand la Baye Amselam ou le pousseur ou celui qui casse les pierres entend ligne 94 ou 65 qu'il est perdu, quand on est à l'étranger, on entend ligne 94 ou 65, on dit est-ce que c'est une ligne de bus ou de métro? Mais au Cameroun, c'est une ligne de caisse noire. C'est comme ça qu'il faut appeler ça terre à terre. C'est un argent parce que quand l'État fait son budget à l'année, il dit tel ministère aura ceci, tel autre aura cela. Mais voilà un argent qu'on va mettre en réserve à 2 endroits où nous seuls, nous aurons pouvoir de décider comment l'utiliser. C'est-à-dire nous choisissons à qui nous donnons, nous choisissons quand nous donnons, et encore à un moment, si nous décidons donc de demander des comptes quand cela nous arrange, nous posons le problème sur la table pour dire que tiens, tout ce que nous avons dépensé, parce que les lignes 94 et 65 c'est en milliards. On ne parle plus au Cameroun en millions, on ne parle qu'en milliards. En milliards. Des lignes qui devraient construire des usines de manioc, de mangue, des usines de voitures, de motos, des lignes qui devraient construire. Aujourd'hui, on vous dit ce sont des projets morts-nés ou des projets fantômes. Les Mekim et autres sont dans la ligne 94. Mais on vient subitement nous saupoudrer l'histoire en disant il y a 1790 fonctionnaires. Mais ceux-là, c'est le menu fretin. Les 1790 dont on parle, c'est des fantômes. On ne connaît pas cela. Mais M. Bouba, vous connaissez qui a eu quelque chose à la ligne 94. Vous ne voulez pas seulement mettre les noms, mais les fonctionnaires dont on parle là. On dit 1790 fonctionnaires. Mais il n'y a pas que les fonctionnaires qui ont eu droit à cette ligne. Il y a les gros poissons, les gros poissons qu'on connaît, qu'on cite, sont là dehors. Et quand on va dire que le ministère des Finances a radié 900 personnes, est-ce qu'en radiant 900 personnes au ministère des Finances, ce sont les gros poissons qu'on a radiés? Ça veut dire qu'à un moment, quand le grand Manitou
lui-même réalise que le peuple est en train de crier que nous voulons boire du sang parce que nous souffrons trop, il va chercher ces quelques têtes qu'il va pouvoir couper pour satisfaire le peuple. Mais la ligne 94 et 65 a servi à conforter même le pouvoir. Parce que ceux à qui on a donné ces lignes-là, si vous regardez bien, ce n'est pas la maman du peuple. Ce n'est pas nous qu'on a donné. On a donné à des gens qui confortent le pouvoir, ce qui aide à la conservation du pouvoir. On a donné à la ligne 94 à des gens qui accompagnent en tant que parti satellite même le pouvoir. Le crack n'est pas parti. On va nous donner comment? Parce qu'on dit la maman la malbouche. Mais ceux qui acceptent d'accompagner le pouvoir, ceux qui acceptent d'aider à la conservation du pouvoir, ceux qui acceptent d'acheter les consciences pour que le pouvoir continue d'exister, sont dans cette ligne 94. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous floue en parlant des fonctionnaires qui sont même déjà décédés, partis, mutés. D'abord, à la maison, on ne garde pas une facture des néos qui nous détestent tant pour le courant pendant 3 mois. Ce sont les factures des finances qu'on va garder pendant 10 ans. Non, moi je crois que le grand soir approche. Il faudrait ou mettre des épées de Damoclès sur certaines personnes pour dire nous vous avons donné à manger, maintenant vous avez des comptes à rendre, ou bien c'est que le peuple a trop crié parce qu'il y a Covid, Gate, Can-Gate et autres. Est-ce qu'on ne peut pas faire tomber? Parce que c'est comme ça que le TCS aussi est né. On a mis le TCS pour prendre quelques poissons et on voit bien ces poissons sortir la fleur à la bouche et sourire devant nous. Alors, donc, ligne 94 là, regardons, et 65, parce que c'est en milliards que les gens se sont servis. Voilà, justement. Pendant que le peuple souffre et le peuple n'a pas d'eau, le peuple n'a pas de courant, le peuple n'a pas d'hôpital, le peuple n'a pas de route, mais on vous dit que des gens ont volé en milliards dans un pays. Et quand je vais encore dire la République, on va dire que la maman a la mauvaise bouche. Voilà, on va aller en profondeur, mais juste Roger Chantal Tulé pour préciser à l'intention de nos téléspectateurs, parce que tout à l'heure, Mme Odile Yogo semblait dire ligne. Si on est à l'étranger, on peut penser que c'est des lignes de métro ou de bus. Il ne s'agit pas de ça. La ligne 94 concerne bien sûr cette ligne logée au ministère des Finances sur les interventions, sur les investissements. Et celle 65, c'est les dépenses communes de fonctionnement. Alors, voilà, c'était cette précision-là pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Roger Chantal Tulé, vous avez été quand même l'une des premières personnes à décrier cette affaire sur ce plateau. Ça remonte pratiquement à plus de 2-3 ans. Je vous suis gré de m'avoir invité pour qu'on en parle. Je parlais tout à l'heure de ce ministre qui a offert des bonbons et de chewing-gum dans son département et qui a appelé une chaîne de télévision pour que je n'y passe pas, pour ne pas en parler. C'est pour ça que je saluais votre indépendance. Il y a, pour entrer sur quelque chose de sérieux, dans des pays que nous connaissons où les militaires ont le sang chaud, des motifs moins graves qui ont provoqué des bouleversements politiques, des coups d'État, pour dire le terme. Si on n'a pas géré cette affaire de ligne avec doigté, on n'en sera pas si éloigné. Et il se trouvera toujours des gens pour dire, tel que je l'ai dit depuis le début de cette farce, qu'il faut arrêter cela, qu'il y a bien des façons de faire autrement, qu'on peut donner de l'argent à ses petits copains sans en mettre plein la vue à tout le monde et sans sacrifier l'intérêt général de la République. Parce qu'il s'agit de beaucoup de milliards, je précise. 1 milliard, c'est 1000 millions. 1000 millions. Prenez 1 milliard, mettez-le, je parle sous le contrôle d'un banquier, dans une coopérative à 10%. Vous avez 100 millions à dépenser sans toucher à votre milliard. Un monsieur qui a pris 5 milliards, 20 milliards n'est pas un voleur, c'est un animal. Voyez-vous, au Cameroun, il y a toujours la loi Chalonanaou. Désormais, c'est le milliard. Il faut que cela cesse. C'est ce que j'étais venu vous dire ici, à cette époque-là. Et rien n'a changé, au contraire. Parce qu'une logique est de dire c'est une grande gueule. On va minimiser ce qu'il dit, on va le banaliser. Ou alors on va le faire taire en supprimant son journal ou en l'éloignant des médias. Mais il y a le petit peuple qui lui a retenu.
Avant d'entrer dans le fort de votre propos, je voulais dire que tous ces gens seront jugés, qu'il s'agit des fonctionnaires qui ont des salaires précis, qu'on sait combien chacun touche à la fin de chaque mois, qu'on connaît les charges sociales de chacun, qu'ils ne sont pas élus comme M. Atemengue, qu'ils perçoivent des salaires. Voyez-vous, quand vous avez parlé des milliards et quand vous êtes allé à l'Est de la République, qui est une plaie béante, vous voyez, j'ai des larmes aux yeux. Vous comprenez difficilement l'arrogance de quelques personnes qui se sont ainsi assises sur l'argent de tout le monde. Parce que d'où vient l'argent des lignes? Parlons-en. À une certaine époque, il venait du pétrole. Et on s'est mis à alimenter ces lignes même avec l'argent de la dette. Vous le savez, avec l'argent de la dette. C'est-à-dire que quelques personnes mal inspirées, quelques voyous, pardon de le dire, ont pris l'argent de la dette, l'ont distribué à leurs amis, ont échelonné la dette sur 10 ans. C'est-à-dire que c'est vos enfants qui vont payer l'argent qu'ils ont distribué à leurs petits amis. Nos enfants. Nos enfants. Parce que je suis père de famille. Cela va plus loin, voyez-vous. Parce qu'il y a à l'intérieur de cela, de cette affaire de copain-copain, des relents du grand soir, comment vous appelez cela? Et il faut ici saluer Jean-Robert Wafo, qui est le premier à parler de ce grand soir, c'est-à-dire la fin d'un système. Y a-t-il des gens qui se préparent pour la guerre? Pourquoi prépare-t-on autant de fortune? Pourquoi mettons autant d'argent de côté si ce n'est que pour manger et boire comme vous et moi? Eh bien, dans cette logique de grand soir, je voulais rappeler à tous les autres qu'il y a bien dans le dictionnaire français un terme qui est confisquer ses biens et les revendre. Qu'il y a bien dans une république la mémoire du peuple qui ne s'achève pas avec un système, qui ne finit pas avec des hommes. Qu'un scandale comme celui que nous connaissons ne demande pas une action, une enquête initiée par le président de la République, mais des décisions du président de la République. Ce sont ces décisions que le peuple attend. Il ne s'agit plus d'enquête stérile où on dit l'enquête était diligentée par le chef de l'État, c'est à lui qu'on donnera les résultats. C'est qui les personnes infinies? C'est le ministre du Plan, c'est le ministre des Finances, c'est les gens qui ont suivi, c'est quelques-uns qu'on a soi-disant agressés et qui sont revenus, comme elle disait, avec la fleur au bec qui sifflote à longueur de journée dans les rues de Yaoundé. Il faut que cela cesse. On sait qui signe. C'est le ministre du Plan. À l'époque, c'était M. Motazé. C'est le ministre Alamine Ousmane Mey. C'est M. Mvondo Silva. Il faut leur demander des comptes. On en a marre. Il s'agit de l'argent quachoquereux, des finances anémiées du petit peuple. Le dire ne vaut pas qu'on pense que quelqu'un provoque des gens. Il dit simplement des choses qui doivent l'être. Voyez-vous, je suis président d'un parti. Pour sortir, Roger. Et je suis dans mon droit de dire ce que je dis. Parce que je dois proposer. Qu'est-ce que je propose? On va arriver aux solutions tout à l'heure. Qu'est-ce que je propose, M. Bouba? On va diagnostiquer. Oui, sur celle de ma question, je pense que vous m'avez invité pour que je donne mon avis. C'est ce que je vais vous donner avant le diagnostic. Il est que, parce que vous allez voir, c'est grave ce que je gardais pour la fin, qu'ils sont allés jusqu'à prendre quelqu'un dans la rue qui n'existait pas il y a 10 ans pour dire, nous allons en faire un magnat de la presse au Cameroun pour contrer les Bamileke qui ont confisqué les médias, parce que nous allons, après Biya, aux élections, il faudra que nous ayons les nôtres pour parler. Voilà, j'ai éclaté. Ok, d'accord, merci. En tout cas, heureusement, vous n'avez pas cité nommément des gens. Merci quand même pour cette... J'ai lu quelques livres, merci. J'ai lu quelques livres, oui, c'est bien, de bons livres. C'est des bons livres, d'ailleurs, merci. Alors, Jean-Baptiste Atemengue, la question qu'on se pose, comment en sommes-nous arrivés là, surtout quand on sait qu'il s'agit des lignes qui ont sensiblement 96 milliards et 400 milliards par an. Et 10 ans après, si on fait quand même le calcul, on se rend compte qu'environ 5 000 milliards dilapidés, c'est quand même effrayant, non? C'est votre analyse qui m'effraie, c'est pas le fait présumé. Je crois que moi je suis un militant du RDPC depuis près de 30 ans déjà, et je suis véritablement à l'école du président Biya, celle de la République. La République, c'est les institutions, c'est pas des personnes. Et
Je suis très gêné personnellement parce que lorsque vous m'avez envoyé hier soir ce thème, j'entends parler, c'est la première fois que je participe. Alors, votre calcul, même un enfant de la CIL ou de la maternelle peut le faire. C'est-à-dire, en 10 ans, comme chaque année, même si ça a varié, en 10 ans, comme chaque année, en moyenne, chacune de ces lignes a tant de réserves, multiplié par 10, ça fait 5 000. Bon, évidemment, le citoyen pense que, et vous ajoutez à ces 5 000 dilapidés. Bon, il y a un début d'audit. Il y a un début d'audit. Comme toutes les lignes budgétaires, d'abord, il faut expliquer aux Camerounais, parce qu'il faut revenir à une analyse un peu plus rationnelle. Quand l'audit sera achevé, ceux qui sont coupables seront sanctionnés. Ce n'est pas parce que nous avions tellement parlé ici sur un plateau qu'il y a eu l'audit. Ceux qui sont coupables. Il y aura... Pas du tout. Roger Chantal, vous laissez dérouler. D'abord, il y a dans l'économie moderne, tous les États, et même avant la mondialisation, tous les États ont ce type de dispositif. Parce qu'il y a, lorsque nos représentants au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat maintenant, votent la loi des finances, il y a des aléas durant l'exercice budgétaire qui font qu'ils ne puissent pas tout prévoir, soit en termes d'investissement, 94, logé au Minépat, soit en termes de fonctionnement. Bon. Et vous avez ajouté la formule de l'endettement. Forcément, ça entre dans le fonctionnement de l'État moderne aujourd'hui. C'est-à-dire que quand M. Macron ou M. Joe Biden, alors que la guerre d'Ukraine survient en cours d'exercice budgétaire, vous pensez que les milliards qu'il envoie en aide, il les prend où? Quand il y a les gilets jaunes et qu'il faut réajuster les avantages pour les fonctionnaires français ou ailleurs. Non, je vais... Le peuple est bien au courant que vous essayez, même si vous êtes bon marketeur, vous ne pouvez pas vendre des autres. Je suis en train de... Vous faites une collecte de 375 milliards. Vous allez la donner à China Exim Bank pour vendre à nouveau éligible à la dette. Vous l'étalez sur 10 ans. Qu'est-ce que vous faites de ça, Mekim? Qu'est-ce que vous faites de ça? Les pros fabriqués pour le stade de Yaoundé? Qu'est-ce que vous faites de ça? De l'argent pour construire des radios, acheter des chaînes de télévision à l'étranger? Qu'est-ce que vous en faites? Bâtir des maisons aux jeunes filles? Et l'engagé châtier ne trompe plus personne. Il me fâche ce genre de comportement. Où on pense. Il ne s'agit pas de RDPC ici, ni de MRC, mais de l'argent du peuple grossièrement volé. Roger Chantal, je vous priais de vous calmer. Il n'y a pas de formation politique. C'est un citoyen du Cameroun, M. Télégué. Militant discipliné, amoureux de Paul Biya, il peut l'être s'il veut. On parle là de l'argent de la République. On est d'accord avec vous, mais on va le faire quand même. Contribuez pas à faire évoluer la République avec votre démarche. Au contraire. Parce que ce populisme-là... Non, mais une démocratie... Essayez de parler de populisme tout le temps. Personne ne croit plus à ça. Roger Chantal. C'est vieux. Roger Chantal, peut-être un dernier rappel à l'ordre pour permettre aux uns aux autres de pouvoir quand même s'exprimer. Je vous en prie, attendez votre temps de parole. Vous allez reprendre... Il ne s'agit pas de ça. Je veux dire, il y a des jeunes étudiants qui nous écoutent. Il y a des gens, il n'y a pas que ceux à qui vous pensez vous adresser avec des analyses simplistes. C'est pour cette raison qu'on vous permet de dérouler, s'il vous plaît. Ne répondez pas. Je dis ceci. Ne répondez pas, Roger Chantal. Moderne, c'est quoi? C'est qu'il y a les marchés financiers. Nous venons que de commencer avec quelques emprunts obligataires à solliciter pour des appuis budgétaires. Mais les États modernes ne font que ça. Alors, réaliser des choses. Parce que vous avez évoqué l'endettement, mais c'est tout à fait normal. Vous avez réalisé que l'endettement 5 000 milliards. L'endettement finance à court, moyen ou long terme finance ces lignes-là. Deuxièmement, j'ai parlé d'institutions. Je pense qu'au-delà des personnes, et ça aussi c'est une vertu... Pour décaisser l'argent, c'est des personnes. C'est une vertu pédagogique, ça aussi une vertu pédagogique. Angoumou, vous voyez, le maire qui décaisse, c'est lui qui signe. Non, il n'y a pas que le maire justement. Mais il y a d'abord le maire, c'est l'initiateur des dépenses, le maire. C'est pour ça qu'il faut parler d'institutions. Quand vous parlez de lignes budgétaires,
et que vous indexez un individu, dans l'appareil d'État, en dehors des opérations ad hoc, c'est très difficile que pour une dépense, fût-elle adossée à CENI, qu'il n'y ait pas des vingtaines de personnes qui signent. Donc ce n'est pas une décision individuelle, c'est tout un processus de la demande jusqu'au décaissement de cet argent du trésor public. Vous avez dit le Minepat n'a pas de caisse. C'est la même. Alors, et au-delà, Jean-Baptiste, vous n'allez pas nous perdre dans le mécanisme de gestion. On parle, s'il vous plaît, on parle de faits. On sait comment ça se passe. C'est pas parce que Roger Chantal Tulé a prononcé quelques noms. Ce ne sont pas eux. Ils ne sont pas les bénéficiaires. C'est pas eux. C'est pas eux les bénéficiaires. On parle d'environ 1790 agents qui sont appelés à venir justifier. Ça, ce n'est qu'un volet. On sait qu'il y a bien un ordonnateur. On sait bien qu'il y a des ordonnateurs. Il y a également sur les fonctionnements. Mais sur les fonctionnements. Vous parlez des deux lignes. Quelle que soit la dépense, une dépense sur une ligne budgétaire, il y a au moins une vingtaine d'interlocuteurs du début jusqu'à la fin. Alors, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, moi je vous relance sur cette question vraiment pour qu'on avance très facilement. Quels sont effectivement les critères d'attribution? On reste sur la ligne, sur cette ligne 94 pour rester spécifiquement sur cette ligne. Quels sont les critères d'attribution des bénéficiaires? Vous me posez la question comme si j'ai été membre du comité. Vous êtes un gestionnaire. Vous êtes un gestionnaire. Vous savez comment ça se passe. Comment on donne les crédits? Je ne gère pas la ligne 94. Vous faites que ça depuis que vous êtes mais néanmoins, vous savez très bien, vous êtes journaliste, vous savez très bien quel type de dépenses on a généralement adossé à ces lignes qui datent depuis l'existence du Cameroun. Donc, il y a généralement pour les gros investissements, lorsque vous avez un accord avec un partenaire, il y a des fonds de contrepartie. Vous voulez que l'État paye ces fonds de contrepartie. Deuxièmement, il y a des dépenses d'urgence. Il y a tel pont qui s'est cassé entre telle agglomération et telle agglomération. Non, vous n'êtes pas obligé de citer. Vous donnez des exemples. On vous le concède. Troisièmement, s'il vous plaît. Troisièmement, l'État décide. Là, nous parlons de l'import substitution depuis quelque temps. Mais il y a eu des financements. À coût de milliards sur plusieurs projets d'agropole, d'unités de transformation. Je suis d'accord avec vous que maintenant, lorsqu'on parle d'audit, il est question de voir si, les règles en matière de comptabilité ont été strictement appliquées, et de deux, est-ce que les fonds décaissés ont servi au projet dédié. Voilà. On attend donc que l'audit le dise. Ce n'est pas parce que les uns et les autres ont beaucoup crié ou ont réclamé au président Paul Biya des comptes que ces audits existent. Le Constitution. Laissez donc que l'audit. Voilà, justement, laissez donc que l'audit aille jusqu'à la fin. Et vous savez très bien où ça finit souvent. Parce que, s'il vous plaît, il dit lui-même que nous savons où ça finit souvent. La bouche ne dit que l'abondance du cœur. Et vous savez vous-même où ça finit souvent. Dans la poubelle, évidemment. Ça finit à ce que j'ai entendu déjà ici tout à l'heure, à la politisation. À la politisation. Dès qu'on va condamner ou interpeller quelqu'un, vous direz qu'on a arrêté quelques gros poissons parce qu'ils avaient des ambitions politiques. Et c'est ce que j'ai senti tout à l'heure lors de l'analyse. Le bon d'Achua, est-ce que c'est une enquête de trop, juste pour distraire encore les Camerounais après tout ce qu'on a eu comme enquête jusqu'ici? Moi, je commencerai par dire que à l'entame de cette émission, il y a quelqu'un qui voulait donner des leçons de républicanité au MRC. Et je pense qu'il n'a pas compris que être anti-républicain, c'est de par les actions que l'on peut mener au quotidien, c'est de faire mourir la République. C'est ça, être anti-républicain. Vous voyez, il a été énormément peiné
de répondre à tout ce que vous avez dit, mais je pensais que minimalement, il commencerait par condamner ce qui se passe en ce moment sur ces lignes 65 et 94. On ne condamne pas sans savoir. Chantal Roger a, avec beaucoup de brio, dit ce que j'aurais pu dire, mais je pense qu'il a mieux dit que ce que j'aurais pu dire. Mais moi, je vais insister sur un fait, c'est que cet audit intervient 10 ans après. Alors, ça aurait pu être 15 ans, je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi 10, hein. Ça aurait pu être 20 ou 30, hein. Bah, c'est 10 ans quand même. Ce n'est pas le premier audit de ces lignes. Voilà. Peut-être on n'en a pas parlé des autres audits. Le président Biya dit que la démocratie, c'est écouter l'autre. L'enquête. Non, c'est pas précisé que ce n'est pas le premier audit. Parce que quand vous dites la démocratie, c'est écouter quand vous dites pourquoi 10 ans, en 10 ans, il y a eu au moins 3 audits de ces lignes. C'est mauvais militant. Non, mais c'est pour l'information des Le président Biya dit la démocratie, c'est écouter l'autre. D'accord, Roger Chantal, tout le monde l'a compris. Voilà. J'espère que c'est valable également pour vous. Je suis pas on va écouter le bon qui était en train de développer sur cette question. Merci, M. Bouba. Alors, pour nous autres qui avons un peu d'expérience dans le management, on dit que quand on gère les ressources rares ou quand les ressources se raréfient, il faut contrôler régulièrement. Je ne comprends pas comment dans un pays aussi pauvre, où des gens vivent dans la misère au quotidien, que le peu qu'on a, qu'on ne soit même pas capable de le contrôler tous les jours. Débarquer 10 ans après pour contrôler quoi au juste? Non. Monsieur Bouba, je pense que c'est un aveu même d'échec. Et je peux vous dire, je ne rentre pas dans leur... c'est pourquoi ça m'intéresse pas voilà, tout à fait. Est-ce qu'on a donné à un homme d'affaires qui est homme de presse pour qu'il contrôle la parole demain? C'est pas ça qui m'intéresse. Je sais que tout ça ne donnera rien. Je peux vous le dire, ça ne donnera rien. On a connu la Kangate avec Olembe Gate, on a connu le Covid Gate, on a connu... C'est des gates tout le temps. Donc aujourd'hui, c'est la 65 gate ou la 94 gate. Ça ne donnera rien. Vous avez quelqu'un qui, même si des Camerounais depuis 1982 ont tout fait pour croire en lui, je vous assure, on a fait des efforts. Jusqu'à présent, il y a encore des Camerounais qui espèrent au miracle de ce monsieur qui a 90 ans, qui espèrent à un miracle. Mais personne n'arrive à se rendre compte qu'en fait, il a donné tout ce qu'il pouvait donner pour le Cameroun. Et ce qu'il a donné jusqu'à présent, ce n'est qu'une succession d'incompétences. Dans un pays béni de Dieu, M. Atemengue est peut-être passé, a été formé en Europe comme moi. Il sait comment des gens là-bas, comment des dirigeants se sacrifient au quotidien pour leur peuple. Il le sait. À quel moment, lui, là, il peut me dire ici et me convaincre en 5 minutes que M. Biya se sacrifie pour son peuple? À quel moment peut-il me le dire? M. Biya, qui a tenu son dernier conseil ministériel, je ne sais pas en quelle année. M. Biya, qui a tenu le dernier conseil national de l'éducation, peut-être c'était en 1981, je ne sais même pas s'il était déjà au pouvoir. Monsieur Biya, qu'aucun Camerounais ne peut vous dire à cet instant où il se trouve. Vous nous avez géré depuis 40 ans par une incompétence. Vous nous avez géré depuis 40 ans par un système de pillage de nos ressources. C'est vrai, il y a certains de vos camarades aujourd'hui qui nous narguent. Je pense que c'est Chantal Roger qui le disait. C'est le pays, le seul pays au monde où les plus riches sont des fonctionnaires. Le seul pays au monde où on fabrique des hommes d'affaires avec des lignes dites 65 et 94. Alors qu'ailleurs, on voit bien
ce que c'est qu'un homme d'affaires. S'il te plaît, et où le ministre justifie, il dit, nous avons aussi donné à ceux de d'autres tribus comme nous avons donné à celui-ci. Tout à fait. Je vais terminer, M. Bouba. C'est scandaleux. Ça ne peut pas demander que quelqu'un démissionne, alors on a atteint le fond. Roger Chantal, vous laissez... Justement. C'est une république, M. Atemengue. C'est une république où l'on ne sait pas identifier les responsabilités. C'est ça, c'est ce qui est grave. Pendant que nous parlons, pendant que nous parlons, ceux qui sont à l'origine de ça sont pratiquement assis dans leur salon en train de se foutre de notre gueule. Mais je vais vous dire, ce qui arrive aujourd'hui ne me surprend pas, Chantal Roger. On parle quand même de 2000 personnes impactées dans un scandale. On parle de 5000 milliards. Vous voyez le volume? On parle d'un pays où on a eu à un moment donné 2000 personnes qui ont présenté des faux diplômes à un concours de l'armée. Ouais. Qui a 600 jours de mission. À partir du moment où quand le mal... Une dame a 600 jours de mission en un an. À partir du moment où, M. Atebengue... Signé par un ministre. Dans le mal, quand le mal est volumineux, 2000 fonctionnaires, 5000 milliards, en fait, ça veut dire que le mal est systémique. Et ce mal-là, en fait, est à l'origine, ou bien représente mieux ce que vous avez fait de ce pays depuis 40 ans. Alors, Alphonse Vodor, vous n'êtes pas au Cameroun, mais certainement, nous sommes en Afrique. Quand vous écoutez des choses comme ça, vous dites que c'est mieux au Cameroun ou alors c'est pire au Congo? Alors, je pense que vous m'avez vu tout à l'heure être tout sourire, pas parce que... Enfin, j'apprécie la liberté de ton que je trouve ici. Et il faut reconnaître une chose que je vais essayer, n'est-ce pas, de me mettre en lévitation par rapport aux arguments que j'ai trouvés un peu plus politiques pour entrer dans ce que je considère comme étant un peu technique. Alors, il faut reconnaître qu'au Cameroun, à ce que je sache, 5 000 milliards, d'abord, il faut peut-être attendre qu'il y ait l'audit, hein, parce qu'en matière économique et financière, il faut qu'il y ait un audit. Et j'espère que cet audit sera confié, moi je suis pour que ce genre d'audit soit confié à des cabinets indépendants qui sont tout à fait, pour moi... Bienvenue dans le rêve. Bon, c'est ce qui devrait se faire. Parce que dans la norme. Ça c'est dans la norme, s'il vous plaît. Ça c'est dans la norme. S'il vous plaît, ça c'est dans la norme. Je vous en prie, monsieur Tuelé. C'est 5 000 milliards. C'est la masse de relais. Monsieur Tuelé. L'audit, c'est qui a fait quoi? Monsieur Tuelé, je vous en prie, il me paraît encore aussi prématuré tout de suite, sans audit, n'est-ce pas? Moi, je parle en tant que quelqu'un qui a fait des petites études d'économie et journaliste. Il me paraît prématuré. Il me paraît prématuré de certifier le chiffre de 5 000 milliards. En fait, on est dans ça, c'est la masse que voilà. On est un peu dans... Il s'agit, quand on essaye un peu d'additionner... Quoi qu'il en soit, on a il y a un problème. Alors, je peux, moi, me poser la question sur le cas du Cameroun, parce qu'à ce que je sache, il y a quand même une loi de règlement. C'est-à-dire qu'en 10 ans, ça veut dire la loi de règlement, c'est quoi? Je parle sous le contrôle de monsieur, je crois, Temungue, qui souvent je suis depuis Brazzaville, a de grandes notions en économie. Ça permet, n'est-ce pas, de faire la constatation sur la gestion du budget antérieur. Et pour qu'on en arrive là, on passe par 3 étapes principales, notamment en ce qui concerne le Cameroun. Je pense qu'il y a d'abord le Conseil supérieur de l'État. Et je vous en prie, qui représente pour la circonstance l'exécutif. Et puis il y a la Chambre des comptes qui représente, n'est-ce pas, l'aspect juridictionnel. Non. Et enfin, il y a le Parlement. Alors, on passe par ces étapes pour pouvoir vérifier et faire ce qu'on appelle la loi de règlement. Et c'est cette loi de règlement, moi, ça peut m'étonner que pendant 10 ans, est-ce qu'on a pu établir tout cela sans se rendre compte des imperfections, n'est-ce pas, de ces lignes budgétaires 65 et 94? Il y a quand même un problème. Mon cher frère, alors, je vous en prie, monsieur Datua, je vous en prie. Je vais vous aider, rassurez-vous. Oui. Rassurez-vous, je peux vous aider. Vous savez, on est en train de parler des choses très graves. Et les explications sont longues. Comprenez? Plus on est choqué. Il y a au Bénin, il y a quelques jours, c'était une unité de réanimation. Il y a eu 4 Béninois qui ont perdu la mort. Le président Talon n'a pas attendu.
il a ouvert une enquête, mais il a viré tout le monde. C'est-à-dire du personnel de garde ce jour-là jusqu'au ministre de la Santé. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des faits avérés, graves, dans cet audit. S'il vous plaît. La Cour des comptes. S'il vous plaît, Il y a énormément de choses à faire. Roger Chantal, s'il vous plaît. Chantal, s'il vous plaît. C'est le cheminement pour arriver à la loi de règlement. C'est le cheminement pour arriver à ce qu'on appelle la loi de règlement, M. Tulé. Donc, moi, je m'étonne encore une fois de plus. Oui, justement. Je m'étonne une fois de plus en ce qui concerne le Cameroun. Le Cameroun est quand même... Non, ce n'est pas le cheminement. Je m'étonne aussi en ce qui concerne le Cameroun. Je vous en prie. Que le Cameroun est sous programme du FMI. Alors, je peux aussi me poser la question, quel est le regard des experts du FMI? Est-ce qu'ils n'ont pas pu ausculter les comptes publics de l'État pour se rendre compte, effectivement, de la mauvaise gestion, n'est-ce pas, qui en résulte? Et alors, non, si, lorsque vous êtes sous programme du FMI, et je vais donc répondre à quelque chose. Nous n'allons pas mettre sur le dos du FMI nos tares. C'est pas le FMI qui nous a pris à voler des fonds à disposition. Alors, c'est nous les gens les 94. Je vais donc répondre à M. Bouba. S'il vous plaît, je voulais apporter juste une précision pour qu'on avance rapidement. Les observations ou les analyses faites par notre confrère ne concernent pas strictement le Cameroun. Il essaye. Il faudrait qu'à chaque fois qu'il le précise. Alors, en ce qui concerne, il fait un peu des études comparées, des comparaisons avec des pays et machin. C'est pas mieux. C'est pas mieux. En ce qui concerne, par exemple, c'est un sujet assez grave. Ce que vous appelez au Cameroun contre 65, 94. Au Congo-Brazzaville et au Gabon, ça s'appelle provision pour investissement diversifié. Parce que c'est de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un retrait qui est fait sur les recettes pétrolières. Provision pour investissement. Provision pour investissement diversifié. Le problème, c'est que chez nous, on a provisionné pour distribuer. Justement, donc ça pour investir. C'est bien ça le problème ici. C'est pour distribuer aux amis et aux copains. Monsieur Tulé, c'est ça le problème. Ça provient justement. Vous voyez, vous parlez d'investissement. Oui, au Gabon, on a gardé pour investir. Ici, on a gardé pour distribuer. Au Gabon, au Cameroun, au Gabon et au Congo, ça provient justement des ressources pétrolières. Et alors, en ce qui concerne le Cameroun, c'est vrai, s'il vous plaît, c'est vrai, en lisant la presse camerounaise, j'ai vu qu'on a dû donner de l'argent à quelqu'un, enfin à des privés. Et moi, je peux me poser la question, parce que si l'État veut soutenir les opérateurs économiques, eh ben, je trouve quand même, pour moi, je trouve que c'est une erreur d'appréciation ou alors même de gestion, de donner de l'argent à des gens, quel que soit ce qu'ils représentent au niveau, n'est-ce pas, macroéconomique camerounais. Est-ce qu'il n'y avait pas de la possibilité, moi je l'ai vu au Congo-Brazzaville, lorsque le gouvernement veut donner un coup de main à certains opérateurs économiques, alors on passe par la banque. On permet à cette... On a fait quelque chose d'extraordinaire. On va s'en sortir, M. Bouba, rassurez-vous. On a fait quelque chose d'extraordinaire. Je vous assure. Et il y a un ministre, notre ministre des Finances, l'a expliqué au Sénat, qu'on a donné l'argent à un de nos compatriotes pour aller acheter la télévision des Blancs. Bon, alors c'est justement là où moi, il a dit que j'ai aussi donné à quelqu'un de l'autre. Monsieur Nachoua, justement en tant que journaliste de la presse économique, moi je condamne cette façon de procéder. Lorsqu'on veut aider un opérateur économique, quelle que soit sa dimension, on doit normer les choses. C'est-à-dire qu'on peut l'envoyer auprès d'une banque. La banque peut garantir, n'est-ce pas, son prêt et qu'il soit amené plus tôt ou tard à respecter le tableau d'amortissement. Si vous me dites, si c'est ce que j'ai lu dans la presse camerounaise, où on dit qu'on a donné de l'argent à M. XY parce qu'il va racheter une chaîne de télévision ou parce qu'il est ceci, je peux bien me poser les questions sur la manière dont ont été gérés ces... Alors, s'il vous plaît, on va pas, s'il vous plaît, on va pas, je vous en prie. Non, je vous en prie. Non, je vous en prie. Roger Chantal. Roger Chantal, Roger Chantal. Je vous ai rien refusé. Roger Chantal. Si on vous l'a donné pour acheter le crayon, Roger Chantal Tulé, vous me parlerez quand vous allez parler quand je vous donner la parole, s'il vous plaît. Donc, je donne la parole à Madame Odile Yogo sur cette question. Pour que, je vous en prie. Je vous en prie. Jean-Baptiste Atebengue, je suis là pour réguler ce débat, pour permettre à chacun de s'exprimer aussi librement. Mais moi, je veux quand même questionner le casting de personnes, de bénéficiaires, parce que on se rend compte qu'il y a non seulement un problème de casting,
il y a un problème d'utilisation de ce qu'on en fait de ces fonds. Est-ce que ce n'est pas ça le véritable problème? Mais moi, je crois que nous sommes aux conséquences. Nous ne sommes plus au problème. Le problème, on le connaît, il y a eu des voleurs. C'est simplement les conséquences du vol qui font que les gens ont tellement volé pour mettre dans leur poche que la petite ménagère n'a pas de quoi acheter du pain pour nourrir ses enfants. À terre, c'est ça le problème. Parce que quand on finance, quand on sort de l'argent dans les lignes 94 et 65, comme on nous dit, pour des usines de manioc qui n'existent pas, pour la fabrication des tracteurs qu'on ne voit pas, ça veut dire que l'argent est quand même sorti, mais l'argent n'a pas servi à ce pourquoi c'est sorti. C'est ça tout le problème. Et ce n'est pas que ces 100 000 francs qui sont sortis, c'est 5 milliards. Et je voulais dire autre chose, parce que quand il y a encore 10 ans, nous étions un pays endetté peut-être dans les 215 milliards. Aujourd'hui, nous sommes presque à 900 milliards que nous devrions rembourser. Comme avait chanté la Pyro de Banga, Naougo paye. Qui va payer toutes ces dettes? Parce qu'on dit oui, on a pris cela pour des dettes. Mais les dettes, prenez encore, c'est ça notre gros problème en Afrique. C'est-à-dire qu'on va s'endetter. C'est vrai que celui qui vient nous vendre le verre de 50 francs, il nous le taxe à 100 francs. Parce qu'il nous a prêté ses 100 francs. Mais son verre ne vaut que 50 francs. Mais nous allons devoir lui rembourser 100 francs ou 125 francs. Mais le danger, c'est que nous prenons cette dette-là de 100 francs, mais nous n'achetons même pas le verre. Et nous nous trouvons à rembourser 125 francs. Et pour que demain, on aille encore commander 100 francs pour acheter un nouveau verre parce qu'on n'a jamais acheté le premier ou on l'a cassé. Terre à terre, voilà ce qui se passe. Quand la Pyro de Banga dit qui va payer les dettes qu'on prend là, qui va payer? Ce ne sont pas des dettes qui nous ont servi à nous tous. C'est à un groupuscule de personnes, il faut le dire. Pourquoi on a donné seulement à ces gens-là, alors que cet argent aurait pu servir à construire des écoles, à construire des routes? Pourquoi on est aujourd'hui sans eau dans les robinets, sans électricité? C'est-à-dire, quand on vient ici, si vous me voyez un jour avec un habit froissé sur le plateau, ne soyez pas étonnés. Parce que le détestage qu'on appelle, ils appellent ça délestage, mais c'est le détestage qu'on vit. Vous ne pouvez pas dire que vous entendez qu'on vole 1 milliard dans une république et on vous dit qu'il manque de l'eau. On vous dit que des gens meurent parce qu'il n'y a pas de comprimés dans un hôpital. Mais on vole 1 milliard, pourquoi? On vole 1 milliard parce que quand il prêtait serment, le président de la République, il avait dit rigueur et moralisation. Rigueur et moralisation sont le refus du laxisme. Rigueur et moralisation ont une sévérité dans la gestion de la chose publique. Rigueur et moralisation sont contre la corruption, contre les détournements publics, contre... C'est-à-dire qu'on doit rendre compte sur l'argent mis sur des projets. Mais aujourd'hui, prenez tout ce que je vous ai cité là. Où est la rigueur dedans? Où est la moralisation? Il faut faire un constat. C'est que l'annonce d'il y a 40 ans ne porte pas les fruits, et il faut le dire pire. On pouvait encore dire que ça ne peut. Mais en plus, ils sont en train de voler même le peu qui pouvait servir aux populations. On ne peut pas continuer. Il faut bien qu'on le lui dise, qu'on dise au président de la République que le mot rigueur et moralisation qui devait sauver un peuple n'est pas en train de sauver. Au contraire, c'est en train de créer des frustrés. Et après, on vous dit que vous êtes rebelle parce que vous revendiquez qu'il y a une école, qu'il y a un hôpital. Après, on vous gaze, on vous botte, on vous met en prison. Et finalement, on crée une société de frustrés, de révoltés, de rebelles. Et puis, on va vous dire c'est l'insurrection, alors que vous vous plaignez parce que vous avez faim. Parce que vos enfants ne peuvent... L'école est gratuite, l'école n'est pas gratuite. Mais comment vous pouvez dire aux gens qu'on a volé, on a distribué des milliards aux gens? Et on dit l'école est gratuite et nous payons les APE. Dans un pays où les gens volent en milliards pour mettre dans leur poche et on exige qu'on va venir même taxer les tontines des familles. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. On ne peut pas voler en milliards dans un pays pour mettre dans ses propres poches, pour faire ses business. Moi, on m'a carrément dit un jour que continue à rester dans le crack, tu n'auras rien là-bas.
Parce que c'est un parti qui ne va rien te rapporter. Il faut aller dans les partis où on va aussi te donner, tu grandis. J'ai dit non, moi je reste dans mon petit crack. Parce que dans le crack, au moins, je peux dénoncer. J'ai encore cette liberté de dénoncer. Il faut dénoncer pour aider la République. Parce que ne pensez pas que quand nous dénonçons, c'est que nous détestons le pays. Non. Nous dénonçons pour dire que nous ne pouvons pas voler en milliards et être endettés. C'est comme si on est assis sur l'or, on se dit pauvre. Comment on peut voler en milliards et nous sommes encore endettés alors que nous avons volé? Si nous n'avions pas volé les 5 milliards là, nous ne serions pas endettés auprès des bailleurs de fonds en 900. Oui, on aurait payé la dette. Alors, Jean-Baptiste... Il faut qu'on soit clair là-dessus. Jean-Baptiste Atemengue sur la méthode... Je suis toujours invité. Non, je vais vous passer la parole. Vous êtes toujours invité. Je vous passe la parole parce que vous avez abondamment pris la parole à tort et à travers, justement. Donc, on essaye d'équilibrer et également pour passer la parole à Jean-Baptiste Atemengue sur la politique du chef d'État, rigueur, moralisation. Est-ce qu'il ne reste pas en droite ligne avec ce qu'il a prescrit? Parce qu'aujourd'hui, on parle de cette ligne 65 et 94. Le chef d'État a prescrit une enquête et on crie « Oh, est-ce que finalement, qu'est-ce que le chef d'État doit faire ?» On se pose la question. Ce n'est pas la première enquête. Alors, le problème, c'est qu'il y a un ensemble d'institutions qui ont été mises en place après le consup et qui existaient déjà à l'époque et qui font leur travail. Et à chaque fois qu'ils font leur travail, les populistes, effectivement, suivent. Parce que l'initiative n'est pas venue des populistes que nous voyons ici autour de la table. Je suis très embêté parce que c'est tout à fait noble de condamner les détournements de fonds publics et la corruption. C'est un combat qui devrait être national. Le chef de l'État est le premier à mener ce combat. Mais ce combat, il faut le faire de façon institutionnelle. J'insiste sur le mot institutionnel. C'est ça l'école de la République. Un ensemble de pratiques et des valeurs socialement condamnables avec des sanctions juridiques pénales. C'est ça l'institution. Il ne s'agit pas de dire, de faire du dadis Camara. Non mais c'est votre logique. Je suis en train de parler de la politique de rigueur moralisation du président Biya est appliquée aujourd'hui. Voilà la question. Vous donnez des leçons de République et d'institution à qui? La première leçon de République, c'est pour ça que... Mais vous la donnez à qui? C'est pour ça, à vous. C'est ça, à Biya. Alors, monsieur Tulle, qui semblait être copain avec vous depuis le début de l'émission, il semble vous suivre. Vous êtes d'accord qu'il faut assainir, il faut une république saine. Mais entre Paul Biya et votre président, entre Paul Biya, vous allez perdre dans ce combat avec moi. Oui, mais écoutez, vous allez perdre dans ce combat avec moi, monsieur Atemengue. Répondez à la question qui vous est posée. Ce que vous engagez là, vous allez perdre dans ce combat avec moi. Vous me connaissez mal. Écoutez, répondez à la question. Répondez à ma question. À laquelle? Entre Paul Biya et je dis que vous allez perdre dans ce match. Qui est fonctionnaire homme d'affaires. Non mais on ne peut pas parler de république exemplaire et dire qu'on est une alternative. Je dis dans ce jeu de diversion, vous serez perdant avec moi. S'il vous plaît. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Bon, les Camerounais attendent des choses plus sérieuses de nous. Justement, les Camerounais attendent des choses sérieuses. Entre Paul Biya, serviteur de l'État, jamais homme d'affaires, et votre président qui se pose en alternative, qui est fonctionnaire homme d'affaires. Vous pensez qu'on va avancer? Vous êtes en train de me dire. Avec votre on peut poser la question. Laissez-nous parler. Vous me posez la question de savoir. Vous me posez la question de savoir. Entre Paul Biya, qui en 1982 a pris un pays qui était en voie de développement et qui l'a rendu pauvre, très endetté, et mon président national qui a fait quoi? Je serai obligé de le déduire sur votre temps de parole. Si le marché étant ministre, s'il est président de la République, votre président, je crois qu'il va vendre lui-même tous ces marchés-là. C'est lui qui va gérer tous ces milliards. D'accord, c'est pas la question, c'est pas la problématique. C'est pas la problématique. Il a parlé. Vous avez apporté cette précision. Moi, ce que je fais d'abord la remarque, c'est que vous avez vu, lorsqu'il y a une approche rationnelle, chers compatriotes, ce que vous dites est effectivement le fonctionnement même au Cameroun. Vous cherchez un allié? Même au Cameroun. Ce n'est pas un problème d'allié. Ce n'est pas un problème d'allié. De dire qu'on ne peut pas parler de montant
sans audit. Oui. Ce n'est pas parce Tout que à fait, on est d'accord avec vous. on est d'accord une masse de 5 milliards. Parce que Il y a une question qui est précise, hein, et qui est toujours pendante d'ailleurs. Parce que monsieur, tu lui as posé tout à l'heure la question. Il n'a pas posé de question, monsieur Thuillier. Non. Il m'a dit, pose des questions, écoutez, vous avez pris une référence en 1990 ici, le début d'Afriland Bank en face de la retraite. Oui. J'entrais en première année sciences économiques en 89. Oui. Le premier, c'est pour vous dire que nous sommes presque de la même génération. Ça répond à la question de Vous êtes Bouba. dans le sujet. Ça répond à la question de Bouba. Laissez que je m'exprime. Donc, j'ai vécu avec pleine raison les débuts de la crise économique au Cameroun. J'étais en première année sciences économiques. D'accord. J'ai vécu les conséquences de cette crise économique. Ok. J'ai vécu la reprise progressive de l'économie camerounaise. Alors, Jean-Baptiste, moi je vais vous relancer. Et je peux dire que l'enjeu aujourd'hui au Cameroun, Oui. c'est qu'effectivement, il y a eu une reprise et des investissements massifs. De quoi? Qui sont en soi un enjeu. Parce que quand vous entendez les gens parler de milliards, c'est elle qui décide d'attribuer tel marché. Il n'y a jamais eu autant d'investissements au Cameroun depuis 20 ans que depuis les indépendances. Et ce sont des enjeux. Je vous prends l'exemple du Covid-Gate seulement. Pas du Covid-Gate, de la Can-Gate. Ce qu'on appelle Can-Gate. Bon. J'ai posé la question à un haut responsable un jour. Que mais Quel haut responsable? Je ne suis pas obligé de citer, ce n'est pas un point personnel. Je lui ai posé la question, est-ce qu'à chaque projet, quand on dit surfacturation, Olembe, Japoma, est-ce que par rapport à chacun de ces projets, Mais Bouba, il y avait... Est-ce qu'il y avait... Est-ce qu'à chaque projet, il n'y avait qu'une seule offre? C'est pénible. Il m'a répondu non. Justement, parce que face à tous ces projets, nous avons reçu des dizaines d'offres. Et très souvent, c'est l'offre la moins chère que nous avons retenue. Et qu'on est étonné que ceux qui ont proposé une offre qui faisait le double Incroyable. de ce que nous avons retenu paient les journaux pour dire la surfacturation. Voici l'offre de tel. Lui, il a proposé le double. Je peux vous citer même des exemples d'offres. On a réattribué à certaines personnes. Ils ont ramené le double. Le chef de l'État dit ramenez là où c'était avant. Ok, Jean-Baptiste. Donc c'est d'abord le nombre d'investissements. Le nombre d'investissements massifs qui a eu lieu réellement est un enjeu en soi. Et ça fait l'objet, parce que quand on dit voler les milliards, c'est des mots qui parlent au peuple. Mais ce sont des dépenses. Il faut auditer pour voir si ces dépenses ont été bien effectuées ou pas bien effectuées. Mais en tout état de cause, il y a beaucoup de réalisations jamais réalisées au Cameroun depuis 1974, depuis 1960, je veux dire, depuis quelque temps. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, merci, je suis entièrement d'accord avec vous, mais il ne faut pas qu'on se loigne du sujet, on reste sur la ligne. On reste sur la ligne 80. Non, on ne simplifie pas. On dit la ligne 94 et la ligne 65. Vous êtes vraiment... Mais quand vous dites les 94, je suis d'accord avec vous, mais je vous ai posé une question précise et concise. Je n'ai pas eu le sentiment que vous m'avez donné la réponse que j'attendais de vous, mais vous nous avez donné d'autres éléments aussi pour enrichir le débat, et cela est tout en votre honneur. Mais je voulais quand même revenir sur ce sujet principal où on dit des fonctionnaires déclarés sur une année qui a 365 jours ont en une année effectué une mission de 600 jours, alors que l'année a 365 jours. Et pire encore, on sait qu'il y a une réglementation qui encadre cela. Un fonctionnaire ne doit pas aller au-delà de 100 jours de mission par an. Comment comprendre qu'on en arrive à des exactions pareilles? Et c'est la fille d'un pontu du régime. On ne va pas citer. Vraiment, on ne va pas citer le nom. Je vous en prie. Voyez-vous, monsieur Bouba, au contraire de vous autres journalistes, je suis président d'un parti politique. Je dis donc des choses qu'on dit dans mon parti. Et je peux citer ce nom. Non, je ne le cite pas pour ne pas vous embarrasser, mais moi je peux le citer.
sans que je sois... Vous savez que pénalement, bien sûr aussi, bien sûr. C'est en cela que je vous ménage. C'est en cela que je vous ménage. Voyez bien le type de démocratie que votre voisin de gauche revendique au Cameroun, où on dit si quelqu'un veut parler, il parle, on va rien lui faire. La menace, on comprend bien où elle est. Pour dire une chose simple, premièrement, à l'entame de mon propos, quand on dit que quelqu'un est populiste, c'est qu'il utilise les termes du petit peuple pour parler au petit peuple. Et en ce qui me concerne, nous parlons ici au petit peuple. Les lignes 94, madame a dit, il faut expliquer que ce ne sont pas des lignes de bus. Bien parce qu'à Matom, à Bombang, à Angosas, il faut expliquer ce que ça veut dire la ligne 94. Elle a parlé de délestage. J'ajoute à sa suite que l'Est de la République est la seule région où il n'y a pas les délestages parce qu'il n'y a pas de lumière du tout. Il faut donc expliquer aux gens de l'Est que c'est dans cette ligne-là qu'on peut prendre l'argent pour mettre la lumière là-bas. Il faut dire aux gens que l'Est est la seule région du Cameroun qui n'a pas un hôpital général. Que même si on y distribue des bibles à foison et des églises climatisées, eh bien, il faut quand même bâtir des universités et des ponts là-bas. Et que ces lits-là, distribués à des petits copains, doivent servir à ça. Voyez-vous, quand j'ai fini avec le populisme, j'arrive sur vos questions, il m'a indexé, qui ne trouvent pas de réponse. C'est un personnel politique usé. C'est normal après 40 ans de pouvoir absolu, où on n'a pas négocié, où on n'a pas su que la discussion, c'est pour que la vérité ne soit ni dans vous, ni dans moi, mais entre nous. Parce qu'il faut avoir un minimum de modestie. Parce qu'il y a énormément de choses à faire partout. Voyez-vous, quand vous avez relu, c'est mon cas, avec attention leur règlement intérieur, ça n'existe nulle part dans le monde. Le candidat naturel du RDPC, le président national, ça n'existe pas. Même dans les démocraties du nord de la Corée, ça n'existe pas. Le candidat naturel, vous comprenez? Et quand vous déposez votre candidature pour être seulement président du parti, vous savez où vous la déposez? Sur le président qui est déjà lui-même candidat également. Il y a donc beaucoup de travail à faire. Il faut que de nouvelles générations le fassent. M. Atemengue en est sans doute, mais M. Atemengue a, avec lui, sa conscience, qui l'oblige à ne pas vous dire que rigueur et moralisation, c'est fini, ça n'existe pas. C'était pour distraire le petit peuple. Et le petit peuple, désormais, n'est plus Dieu. Moi, je viens à votre question donc pour répondre. Par où vous n'allez pas me voir sortir? Par une chose simple, il y a même au Cameroun des associations converties en associations d'utilité publique. Vous comprenez? Qui ont bénéficié de cet argent. Il faut le dire au peuple. Voyez-vous, il y a la loi, ça c'est aux frères et amis du Congo, au Cameroun, la loi, qui dit que quand on vous a donné 10 francs pour acheter ce bic, qui est utile, hein, le bic, il est utile. Et quand vous avez acheté l'eau, qui est tout aussi utile, et pas le bic, c'est un détournement de fonds publics. Quand cet argent, c'était pour les catastrophes, pour les ponts, pour ceci. Et quand vous avouez devant le Sénat que vous l'avez donné à votre ami, parce que vous avez également donné à un autre ami, c'est un détournement. C'est mon argumentaire, monsieur. Oui, justement, vous m'avez invité pour ça. Justement, mais n'insistez pas. Je base mon argumentaire dessus, vous allez voir, j'insiste dessus. Que donc, quand vous avez donné autant d'argent et que vous voulez vous dédouaner au Sénat de la République, qui est la chambre des sages, eh bien, cela demande au moins que vous soyez remplacé immédiatement. Quand j'ai fini de dire ça, je vais arriver, pour ce qui me concerne, sur y a-t-il toujours un tocsin au centre du village? Est-ce que ce train a toujours un conducteur? Vous parlez de milliards présumés volés. Non, il s'agit de 5 000 milliards qu'on a déposés. Ce n'est pas présumé volé, c'est volé. Il faut savoir qui a pris et pourquoi il a pris. Est-ce qu'il y a toujours ces 5 milliards? Non. C'est que bien quelqu'un a pris cela. Il faut enlever des thèmes. Chaque fois, vous voyez nos amis du parti d'en face essayer de jolies phrases. C'est bien qu'il y a derrière, il y a une fumisterie. On n'est plus aux jolies phrases aujourd'hui. Et je vous avais dit, les corps les mieux organisés, sans que je ne souhaite ce destin au Cameroun, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est des jeunes garçons de 40, 35, 50 ans maximum, qui sont militaires. C'est eux qui interviennent à la tête de leurs États aujourd'hui. Il faut interpréter cette relation, cette réaction, et la sortie de ces jeunes garçons qui sont souvent ingénieurs, médecins ou stratèges ou de je ne sais pas quoi. C'est un discours qu'il faut comprendre.
le genre de gabégie qu'on a installé ici, ou quand quelqu'un a volé, en plus il vous en met plein la vue, il faut que cela s'arrête. Je vous le dis, cela s'arrêtera. Je finis, monsieur Bouba. Vraiment 30 secondes ce coup-là. Avec mes enfants, j'ai regardé le décès de la reine d'Angleterre. Vous savez, Commonwealth of the Nations, ça veut dire le bien-être partagé. Commonwealth, ce n'est pas le cas ici. Nous sommes membres du Commonwealth. Eh bien, il y avait 140 VX, voitures noires du cortège qui accompagnaient la reine à Westminster. Avec 4 hélicoptères, je parle de 140 voitures, avec 4 hélicoptères. Et j'ai dit à mes enfants, dans cette voiture, il y a le corps d'une maman de près de 100 ans qui ne se relèvera plus. Il faut que des gens soient plus modestes. J'ai vu monsieur le ministre, vice-premier ministre Amadou Ali, couché à même le sol. Il faut que des gens comprennent qu'il y a un Dieu qui rétribue et qui juge. Alors, bon, nous sommes dans les solutions. Comment on fait si jamais il est établi que des gens ont effectivement distrait des fonds, pour préciser que ces sommes-là n'ont pas été simplement distraits par des fonctionnaires, parce qu'il y a des hommes politiques qui sont également concernés. Moi, j'ai la solution à tout ça. 1,2 milliard à quelques députés. J'ai la solution à tout ça. Et c'est une solution, je sais qu'à chaque fois que j'en parle, il y a des organisations de droits de l'homme qui me tombent dessus. On a entretenu une impunité dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a même rendu un modèle des gens qui ne méritent pas l'être. Si vous allez en contrebas du palais des congrès, il y a un ministre qui y habite. Tout ce qui a contribué à la construction de cette maison est venu d'Italie. On n'a pas utilisé de parpaing là-bas, ni de ciment du Cameroun. Tout le monde le sait. Allez au Golfe. Allez au domaine vous renseigner. 80% de titres fonciers là-bas, c'est des fonctionnaires. Donc, c'est des gens qui ont vécu dans un système où voler est normal. Peut-être que M. Atemengue n'a pas encore trouvé le moyen de voler, mais s'il avait le moyen de voler, c'est que lui-même serait un voleur. Sait-on jamais. Donc, il faut... Il démentira. Mais dans le démenti, il a menti. Il faut aujourd'hui... Il faut de l'argent pour faire la campagne. Je dis, il faut aujourd'hui des mesures radicales, comme en Chine. Vous savez, M. Biya a lancé le contrôle supérieur de l'État, la NIF, la CONAC. Mais je vous assure, il y a même des cellules anticorruption dans des ministères, mais ça n'a rien changé. Le nombre des voleurs de la République est croissant tous les jours. Donc il faut aujourd'hui des mesures dissuasives. Et on ne sera pas le premier pays au monde à le faire. Parce que le mal est profond. Pour moi, quand on a été vraiment coupable de l'argent qui aurait pu permettre, par exemple, aux étudiants de SOA d'avoir des amphis dignes de ce nom, aux étudiants de l'université de Douala d'avoir des toilettes. La lumière est coupée à Douala. Quand un seul individu ou des individus s'organisent pour le faire, il n'y a plus de raison d'être qu'ils existent. Parce que pour moi, c'est des animaux. Voilà. On doit apprendre chez nous à avoir peur de la chose publique, c'est-à-dire la chose commune, la chose de tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris la chose publique pour en faire leur propriété privée. Je vais vous donner une image. Je suis toujours, et je m'en vante, entre deux générations, la génération Ahidjo et la génération Biya. Vous pouvez aller voir tous les gens qui ont servi comme ministre le président Ahidjo. Ils vivent pour la plupart, ils sont à l'Omnisport, ils sont au Cansonel à Essas. C'est des villas classiques. 4 murs, une toiture et un portail. Allez voir où vivent les ministres de Biya. Amusez-vous à aller voir. Je ne vais pas les citer. M. Atemengue les connaît puisqu'il leur rend visite tous les jours. Et quelques partis alliés. D'accord? Il leur rend visite tous les jours.
lui, je suis sûr qu'il n'est pas choqué. Vous m'accompagnez souvent. Je suis sûr qu'il n'est pas choqué d'entrer dans la maison d'un ministre en évaluant le coût qui serait, parfois c'est dans l'ordre de 600 millions. Alors, j'ai l'impression que vous la rendez visite. Ces gens, il faut moi, il faut les fusiller. D'accord. Voilà. Ok. Alors, comment ça se passe au Congo? Vous vivez aussi, vous faites face à ça? Comment c'est géré là-bas? Est-ce que ça se passe comme c'est décrit sur ce plateau? Il faut relever que les problèmes qui se posent dans les pays africains ou qui se posent au Cameroun sont quasiment pareils dans tous les autres pays, hein, mais c'est maintenant les proportions qui diffèrent d'un pays à l'autre. Et en ce qui concerne le Cameroun, avant d'atterrir sur le Congo, je crois savoir que peut-être il va falloir actionner les mécanismes de contrôle et de gestion des comptes publics. Ça existe déjà sur le... C'est ce qui est fait. D'ailleurs, c'est le Consupé qui... Oui, mais c'est avec toujours trop de retard, parce que 10 ans après, alors que si on avait respecté ces mécanismes, c'est quoi? Je parlais tantôt de la loi des règlements. Hein? Alors, la loi des règlements permet de faire une constatation de la gestion antérieure d'un budget. Et donc, on peut se rendre compte que dans ce compte, il y a des problèmes qui se posent. Donc, on a laissé 10 ans, et c'est pourquoi on arrive à cette estimation. Hein? Il faut attendre qu'il y ait, évidemment, un audit mené par, pour moi, un cabinet de renommée internationale pour établir si c'est 5 000 milliards de francs CFA au moins. Mais alors, en ce qui concerne le Congo, je disais, lorsque M. Tulé me faisait la remarque, enfin, était très chaud pour m'arracher la parole, qu'au Congo, amicalement bien sûr, au Congo, les mêmes comptes existent sous un autre nom, à savoir provision pour investissement diversifié, c'est-à-dire c'est de l'argent qui provient aussi des hydrocarbures pour faire face à des urgences, à des catastrophes, et évidemment tout ce qui va avec. Bon, on a quasiment les mêmes mécanismes de définition, de structuration de nos États. Est-ce que là-bas, on les donne aux copains, on les donne aux hommes politiques, on distribue ça? À ce que je sache, je vais être honnête en tant que journaliste de la presse économique, je n'ai pas souvenance qu'on a déjà fait un audit sur ce compte. Ça, je dois, au Congo, oui, je n'ai pas. Au Gabon même aussi, je vais vous le dire, ça pose problème. Ça pose également problème, parce que là-bas aussi, c'est toujours provision pour investissement diversifié. Ça pose également problème, au point où d'ailleurs ça fait l'objet, n'est-ce pas, d'un... Mais là-bas, concernant ce qu'on, il n'y a pas de grincement dedans, on ne questionne pas. Non, il n'y a pas d'audit, à ma connaissance, quand même, s'il n'y a pas de personnes sauf qui si je sont n'en plus suis pas favorisées, informé, soit de la famille présidentielle, soit, je ne sais pas trop bien comment ça se passe là-bas. Je suis prudent pour dire que moi, à ma connaissance, je n'ai pas souvenance que le compte, n'est-ce pas... Même président de parti politique. Non. Il faut pas, un peu violent. Je pense, soyons honnêtes, il ne faut pas toujours lire le Congo-Brazzaville sous le prisme de ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou de ce qui s'écrit. C'est vrai qu'il y a des problèmes partout. Hein. Il y en a en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, au Congo. Hein. Maintenant, comme je disais, les proportions diffèrent d'un pays à l'autre. À ce que je sache, il y a un compte qui existe. Mais je suis honnête pour dire, moi je n'ai pas souvenance qu'il y a déjà eu un audit sur ce compte au Congo-Brazzaville. Donc tant mieux si le Cameroun le fait même avec retard de 10 ans. Et je me demande comment est-ce qu'on va rattraper cela, parce qu'il y a certainement des fonctionnaires qui sont décédés, parlant de ceux qui font des missions de 600 jours sur une année de 300. Moins de 365 jours, hein, parce que ce n'est pas des jours ouvrables. Voilà. Donc, je peux me poser la question, mais tant mieux. Et je peux surtout m'interroger. M. Dachoua m'avait interrompu sur la question en me demandant, alors, toutes ces missions du Fonds monétaire international, oui, parce que le Fonds monétaire doit ausculter les comptes de gestion d'un État. Comment est-ce que le Fonds monétaire ne s'est pas rendu compte, depuis pratiquement 10 ans que le Cameroun est sous programme avec le FMI, qu'il y avait cette anomalie? C'est une question que je suis en droit de me poser et de me poser pour les autres États, notamment pour mon pays aussi, le Congo. Alors, d'accord, on va sortir de cette première thématique. Peut-être vraiment, on n'a plus. Aussi. Je vous donne la parole pour donner. Voilà, parce que c'est important pour l'homme politique que je suis de proposer également. Exceptionnellement, on va vous donner moins d'une minute. Je propose la première chose, pour que ce soit moins d'une minute, vous venez de me prendre 30 secondes. Pour que ce soit efficace,
il y a le remaniement ministériel, qui est pour ce qui concerne le chef de l'État, ce qu'on appelle en sciences politiques, la capacité de nuisance. Quand un ministre, même s'il est innocent, a attiré une telle polémique autour de lui, on le met de côté. C'est ce qui se passe en France où nous copions tout. La deuxième chose, il me semble capitale aujourd'hui, c'est désormais de mettre sur la décision de qui signe pour donner quoi à qui au moins une commission. Que ça ne soit plus une seule personne qui discrimine. La quatrième chose, elle est importante. Elle est capitale, elle est urgente, elle est essentielle. Il faut dire au président Biya, à qui le Cameroun a tout donné, de penser à sa succession. Le moment est plus que jamais arrivé. Que le Cameroun aille au petit matin la chance, comme c'est le cas, personne ne sait où on va atterrir le lendemain. Dehors, il y a trop de colère et trop de rancune. Les règlements de compte dans ce pays sont à la dimension de la frustration de ce que le pouvoir en place a écrasé, humilié et violé, comme ceux de l'Est de la République, d'où je suis originaire. Madame Odiliogo. Oui, je voulais dire à notre confrère... On est dans les suggestions. Oui, dans les suggestions, mais je voulais quand même préciser à notre confrère du Congo qu'il y a des institutions qui sont là, le Consupé, la Cour des comptes, mais ces institutions, non, jouent pleinement leur rôle, mais déposent le dossier sur la table du président qui lui décide du moment où prendre quelqu'un. Donc vous comprenez que ce n'est peut-être pas, on n'est pas allé au bout du fonctionnement, comment ça se passe ici. Alors, donc, je suppose que vous suggérez que le président poursuive donc après le rapport du Consupé. Donc c'est ça. Oui, mais non, il faudrait. Le professeur Ngangonu disait au Maroc en 1995 que il appelait Paul. Il dit Paul est là à la détente, mais il dit juste. Mais j'ai comme l'impression que de plus en plus, on se retrouve dans ce que quelqu'un du R m'avait dit sur un plateau, que nous, on se hâte lentement. J'ai comme l'impression que la détente n'est plus très, très forte. Mais on a l'impression qu'elle n'existe même plus. En se hâtant lentement, les problèmes font que ça croît. Mais je pense que le président de la République devrait écouter les sirènes qui lui disent ça ne va pas. Quand quelqu'un comme Valsero écrit lettre au président, on dit presque il a écrit cette chanson en quelle année? Nous sommes en train de vivre ça. Quand nous allons aller sur la carte d'identité, Jean-Michel Cancan avait fait le sketch sur la carte d'identité en quelle année? Donc quand on n'écoute pas, on en arrive à ce que... On dit quoi avec les Ivoiriens? Quand tu dis je m'en fous, tu arrives au village de si je savais. Jean-Baptiste Temengue. En tout cas, il faut laisser achever l'audit. Je pense qu'il y a des propositions intéressantes là, mais certaines sont déjà mises en œuvre. La Ligue 94, son travail technique commence par un comité. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de... S'il vous plaît, Non, ça aurait été le cas, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent sur cette chaîne-là jusqu'au décaissement de l'argent. Donc il faut laisser l'audit s'achever. La volonté du chef de l'État, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va encore la décrire. Si vous entendez, et c'est ce qu'il faut retenir aussi, qu'ailleurs il n'y a même pas eu cet audit, il n'y a pas eu ces opérations, c'est pour vous dire que l'institutionnalisation avance. Ce n'est pas un problème de débat de personne. Moi, je suis un vieux militant de la lutte contre la corruption au sein du RDPC. Donc il y a... Non, mais ça a beaucoup avancé. Ça avance. Parce qu'au début des années 2000, où nous, jeunes militants, on estimait qu'il fallait cette opération épervier, il n'y en a pas beaucoup, ni même dans l'opposition qui l'envisageait. Nous l'avons demandé en interne. Et donc, jusqu'à ce jour, on a beaucoup avancé. Merci. S'il vous plaît, il y a tellement de choses à dire sur cette thématique. On reviendra probablement la semaine prochaine. Je vous suggère de prendre une pause qui va nous conduire tout droit vers la seconde thématique, les précisions du directeur général du DGSN qui parle de la question de la carte nationale d'identité. Pourquoi est-ce qu'il y a des retards? Pourquoi est-ce que les Camerounais n'arrivent pas à avoir automatiquement, systématiquement leur CNI? On suit ce reportage de Mesatia. Des heurts à deux niveaux perturbent le processus de sécurisation de la nationalité camerounaise. D'abord, le ralentissement dans la production et la livraison liés aux difficultés techniques, aux procédures et à la mise à disposition du matériel. Ensuite, le phénomène d'identité multiple. Plus de 3 millions de Camerounais ayant personnellement changé des éléments de leur filiation se retrouvent en situation de double, triple, quadruple identité et autres usurpations. En l'état actuel,
de la législation, seule la première identification contenue dans la base des données est considérée comme étant l'identité authentique d'un citoyen. Système verrouillé avec la digitalisation du processus. L'ancienne démarche propice aux faux hors d'état de nuire. Avec cet ancien système, des individus pouvaient se faire établir une carte nationale d'identité pour aller commettre un crime, toucher un bon de caisse volé, percevoir indûment le salaire d'un tiers. Plus moyen de tricher au risque d'être frappé, a dit le secrétaire général de la Sûreté nationale face à la presse en janvier 2021. Dominique Baya s'est en outre voulu rassurant quant à la capacité de production journalière de CNI, passée de 10 000 à 15 000 dans les 280 postes d'identification répartis sur le triangle national et le centre de production de Garoua. Un déploiement impressionnant, mais qui ne permet pas à tous les Camerounais d'avoir leur CNI à temps. La preuve, le malheureux événement de Fombot et d'autres douleurs silencieuses que crée le défaut de carte nationale d'identité. Voilà, on revient sur cette thématique pour aller très vite avec ce qui s'est passé cette semaine du côté de l'Ouest Cameroun, notamment dans un commissariat public de Fombot où un jeune Camerounais, las de renouveler sa carte nationale, on appelle ça récépissé de sa carte nationale d'identité, a été donc pris par les forces de maintien de l'ordre, finalement torturé. Et à la clé, on se rend compte que le problème de la CNI est un problème général, un problème profond pour les Camerounais. Au total, 270 postes sur l'ensemble du territoire pour permettre aux Camerounais de pouvoir aller faire leur CNI. Malgré cela, on assiste à des renouvellements à ne plus en finir. Et finalement, les Camerounais se posent la question: c'est quoi le problème? Est-ce que vous avez le sentiment, après avoir écouté le délégué général à la Sûreté nationale, que le problème, c'est même les Camerounais eux-mêmes? Je ne sais pas si le problème, c'est les Camerounais eux-mêmes, mais je vous dis, quand un pays est percé, chacun met son trou à son niveau. Ou avec une aiguille, ou un poinçon, une pioche. Parce que vous ne pouvez pas me dire que le cerveau qui réussit à faire sortir les passeports en 48 heures, le même cerveau ne peut pas faire sortir la carte d'identité qui a moins de pages. Ça veut dire que c'est quoi que c'est volontairement fait. Nous, à l'école sous l'arbre, on ne comprend pas comment un papier qui a 20 pages sort en 2 jours et un petit carton qui est comme une carte de visite ne sorte pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faudrait mettre l'accent même sur autre chose, c'est que nous sommes dans un pays où vous pouvez vous marier à 15 ans. Vous pouvez aller faire la guerre à 18 ans, c'est-à-dire avec vous avez la majorité pénale. Mais vous ne pouvez pas vous faire inscrire sur une liste électorale avant 20 ans. Mais à 18 ans, vous pouvez aller dans l'armée, c'est-à-dire aller défendre les couleurs du pays. Mais entre 18 et 20 ans, vous n'avez pas le droit de choisir qui peut vous diriger dans un pays. Est-ce que tout ça, c'est normal? Et après, on vous dit même que la majorité civile est à 21 ans. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on nous embrouille exprès pour que les gens n'aient pas leur citoyenneté? Parce que la carte d'identité t'identifie. C'est-à-dire qu'il faut naître avec un acte de naissance, il faut être identifié avec une carte d'identité, et puis il faut passer avec un passeport. Comment on n'a pas d'acte de naissance, on n'a pas de carte nationale d'identité, mais on facilite les passeports? Parce que le passeport ne va pas au vote. Le passeport ne va pas au vote. Il faut avoir une carte d'identité, et pour avoir une carte d'identité, il faut avoir un acte de naissance. Et quand nous sommes dans un pays, c'est pour ça que je dis, Bouba, nous ne sommes pas 25 millions d'habitants, nous sommes au moins 50. Parce que les 10 millions qu'on a annoncés l'autre jour qui n'ont pas d'acte de naissance, et les 10 millions de la diaspora, et les fantômes qu'on ne connaît pas, nous sommes au moins 50 millions d'habitants, mais on ne peut pas ouvrir cela parce que c'est politiquement fait. Il ne faudrait pas que les gens aient leur citoyenneté pour revendiquer leurs droits. Le monsieur qu'on bastonne dans ce commissariat, peut-être qu'il voulait porter plainte à quelqu'un qui lui a peut-être volé son téléphone. Mais si vous allez au commissariat pour dire « on m'a volé mon téléphone », pour porter plainte, il vous faut la carte d'identité. Donc si vous n'avez pas la carte d'identité, vous n'avez aucun droit.
Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les cartes d'identité? Regardez le nombre de contrôles qu'il y a sur nos routes. Vous n'avez pas la carte d'identité, on vous fait descendre en groupe. Ceux qui n'ont pas la carte laissent quelque chose en passant et la vie continue. Ça veut dire que c'est fait à bon escient. Mais c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un certain nombre de citoyens qui puissent même aller voter. Parce que la majorité de la population, à 60%, est jeune. Mais si avant 20 ans, vous n'arrivez pas, vous n'avez pas le droit d'aller voter, vous dites que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Ce n'est pas de dire aux gens, allez vous inscrire. Pour s'inscrire, il faut la carte d'identité. Vous avez vu le problème sur le prisme politique. Mais tout c'est fait à bon escient. À travers cette conférence de presse, on a aussi appris qu'il y a environ 3 millions de Camerounais qui ont double identité. Et donc, on ne va pas attribuer des identités à des gens qui fraudent sur leur identité. Oui, ça concerne... Il y en a environ 3 millions. Oui, effectivement, il y a des gens qui, de la naissance, à un certain âge, modifient un certain nombre de variables de leur identité, soit les âges, soit des noms, pour telle ou telle raison. C'est un vieux problème. Hein, c'est peut-être... à un moment, personnellement, je pensais que c'est peut-être cette gymnastique qui faisait qu'à chaque fois qu'on voulait uniformiser et avoir un fichier national, que ça retarde. Mais il y a un grand besoin d'aller rapidement parce que avant la carte nationale d'identité, il y a l'acte de naissance. Et moi, en tant qu'officier d'état civil, je constate beaucoup de problèmes. Beaucoup d'enfants et même d'adultes n'ont plus d'acte de naissance. Les archives dans nos mairies ne sont pas si bien gardées que ça. Il y a des aléas, il y a même le fait qu'il y a des nouvelles unités administratives, de nouvelles communes concrètes, dont les transferts ne sont pas évidents avec des documents physiques qui datent de 30, 40, 50 ans. Et nous misons beaucoup sur le Bureau national d'état civil, sur une informatisation. Malheureusement, ce bureau travaille du point de vue de l'élu local que je suis très lentement. Et il y a aussi une dispersion des ressources parce que le fichier national d'identification au niveau de la DGSN a nécessité des investissements avec un serveur, un certain nombre d'éléments techniques. Quand à côté de ça, le BUNEC fait le même investissement à coût de milliards pour avoir un data center et le même fichier, et que par ailleurs, au Minepat, on a tout un data center qui enregistre aussi les filets sociaux, et qu'au ministère des Affaires sociales aujourd'hui, on veut aussi faire un data center pour avoir un registre social unifié, et qu'au ministère de la Santé. Mais tout ça va de pair parce qu'à un moment, il faut que les Camerounais soient socialement suivis, identifiés dès la naissance, que le fichier... Le bon, s'il vous plaît. Le bon, s'il vous plaît. Donc, toute cette dispersion des ressources que je constate aujourd'hui, si on les rassemblait et on harmonisait, je crois que de l'acte de naissance, du fichier d'état civil à la naissance jusqu'au passeport, il y aurait moins de problèmes et ça permettrait avec la technologie de plus d'autorité de l'État par rapport à la sécurité que nous demandons. Monsieur Le Bon d'Achua, malgré ces pièces exigibles, on a beau voir des Camerounais qui ont bel et bien leur acte de naissance, qui ont un certificat de nationalité, et qui ont tous les documents qui vont avec, qui ont même les frais qui exigibles pour obtenir cela. Mais c'est un véritable chemin de quoi. Comment comprendre cette situation où on vous exige toutes les pièces requises, vous les donnez, vous payez la somme nécessaire, mais sur un an et demi, voire 2 ans, vous êtes sans carte nationale d'identité. Vous savez, M. Bouba, je pense que l'exploit de ce régime, on est en 2022, l'exploit de ce régime en 2022, c'est de nous imposer un débat sur la carte nationale d'identité. En ce moment, au Rwanda, ils sont en train de réfléchir à comment devenir le technopole de l'Afrique. Nous, on est là à utiliser nos intelligences
pour comprendre pourquoi M. Biya ne donne pas de carte nationale d'identité aux Camerounais. Et c'est toujours ça. Et vous verrez, on dira et on reviendra toujours à la même chose. Il y a un patron de la police qui est là, je ne sais pas moi depuis combien d'années, ancien commissaire divisionnaire, donc qui est supposé connaître la police. Et on a un problème de carte nationale d'identité qui dure depuis 15 ans. Et le même ministre est toujours en fonction. Si vous allez au centre de production des cartes nationales d'identité, le commissaire divisionnaire qui y est, il est là depuis plus de 10 ans. Et on a les mêmes problèmes. À un moment donné, on pensait que donner de l'électricité aux Camerounais était compliqué. Je pense que peut-être qu'ils nous ont fait croire qu'il faut passer des câbles électriques avec des hélicoptères et qu'en ce moment, on ne maîtrise pas cette technologie-là. Et que l'eau aussi était compliquée parce que peut-être que pour faire passer les tuyaux, il faut les faire passer en infrarouge, en souterrain. Mais la CNI, qui est la chose la plus évidente, c'est-à-dire quelqu'un a sa carte nationale, a son acte de naissance. Il va au tribunal faire son certificat de nationalité. Il vient, il paye pour un service, il paye pour des photos, il paye pour des timbres. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'imprimer un carton et lui donner. Monsieur Atemeng m'explique ça avec les serveurs. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez aux Camerounais qui, aujourd'hui, par millions, ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas de CNI. C'est à ces Camerounais-là que M. Biya doit répondre, parce que on me dira toujours, mais vous ne faites que le citer. Oui, mais c'est lui le chef de l'État. C'est lui qui doit pouvoir, pendant que les Camerounais s'ouvrent, taper le poing sur la table et dire vraiment, il faut que ça cesse. La CNI est la chose la plus simple à offrir à ses citoyens. Sur la question de la CNI, votre avis, rapidement? Bon, 2 minutes ne seraient pas suffisantes. Peut-être qu'il faut... Un résumé. On aura l'occasion de revenir là-dessus, mais dites quand même, faites une synthèse. Je ne suis pas coutumier du fait. Peut-être qu'il faut saluer l'initiative du ministre de la Santé. J'ai vu qu'il est allé au nord, chez lui, et qu'on a pu donner des actes de naissance à 19 500 personnes. C'est la base, je crois, l'acte de naissance. Sans doute faut-il féliciter une telle initiative. Je ne peux pas être taxé d'être sympathisant de ce ministre-là. Vous savez mes positions. Mais il faut, oui, saluer ce genre d'investissement. Okay. Ma minute n'est pas finie, pas la première. Je ne m'en pas entamé la deuxième. Oui, très rapidement. La seconde. Oui. La seconde, elle est, puisque c'est mon dernier temps de parole, que nous parlions des choses extrêmement importantes. J'ai salué l'émission pour dire qu'au Cameroun, il y a, écoutez-moi très bien, 3 ministères qui sont en cessation de fonctionnement. 3 ministères, dont un, le secrétaire général doit aller en Turquie représenter son ministre. Il n'y a pas l'argent pour le billet d'avion. Et les gens se sont amusés avec l'argent des lignes 94 et 64. Ce ministre-là existe, ce secrétaire général existe, il est du centre. Ok, merci cher monsieur. Sur cette question, malheureusement, vous n'allez pas vous prononcer sur la question de la CNI. Si, on a les mêmes problèmes au Congo, mais comme je disais, c'est peut-être la proportion qui n'est pas la même. Nous aussi, ça fait pratiquement 2 ans, lorsqu'on a connu la récession suite à la chute du baril du pétrole. On n'a pas pu parfois assurer les opérations d'achat de tout ce qui va pour faire la carte d'identité. Donc au Cameroun, je constate que, si j'en crois M. Dachoua, vous êtes à 15 ans, mais il faut d'abord reconnaître aussi une chose. Il n'y a pas de carte d'identité s'il n'y a pas de sécurisation de l'état civil. Ça pose un énorme problème dans tous les pays africains. Et puisque je dois chuter par là, c'est que, je vais vous dire par exemple, au Gabon, ils sont à 7 ans aussi, sans carte d'identité. Nous faisons voter des étrangers quand c'est nécessaire. Ok, merci, s'il vous plaît, merci cher monsieur. Non, s'il vous plaît, je suis obligé, Roger Chantal, tuez-le, s'il vous plaît, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, on prend rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Canal Presse. Merci d'avoir regardé.